Cette émission vous est proposée par Groupe Premium, la référence de votre patrimoine en France. Le dîner vous est proposé par la maison Erez Cyrus, votre gestionnaire de patrimoine en Israël. Salut Stéphane. Cher Olivier, comment ça va? Fait plaisir. Plaisir d'être là ce soir moi, avec ça me fait toi. plaisir de te recevoir. Merci de m'accueillir dans cette maison, mais c'est quelle beauté de maison. J'imagine que quand tu es rentré pour la première fois ici, tu as craqué. Parce qu'on va la voir cette maison ce soir. C'était un coup de cœur. J'ai jamais visité ni une maison ni un appartement en Israël, à Tel Aviv. Et cette maison, ça a été un coup de cœur. C'est la seule maison que j'ai vue et je l'ai achetée. Ici en Israël, tu vis en France évidemment. Ouais, j'ai vu en France. Voilà, tu es patron du groupe Premium, tu me raconteras un petit peu ce que c'est que ce groupe Premium. Important groupe en France, mais tu fais des escapades ici à Tel Aviv. De plus en plus souvent. Et de plus en plus souvent? Oui, de plus en plus souvent, vraiment. Ça me plaît énormément. Remarque, c'est bien là. Qualité de vie extraordinaire. Les gens ouverts d'esprit, une énergie incroyable dans cette ville. Vraiment, ça me plaît de plus en plus. C'est vrai que ça comparé à la lourdeur en ce moment d'Europe et de la France. Ouais, exactement. Le décalage est de plus en plus difficile. Bon, on en parlera dans le dîner, tu sais qu'on reçoit du monde ce soir. Il y a 10 personnalités qui viennent ce soir. Et on a surtout, regarde, on a un chef qui s'appelle Charlie Fadida, qui est toujours dans les dîners avec nous. Salut Charlie. Shalom. Hello Charlie. Shalom. Ah là là, nice to meet you again. Toda, Shebata, Otpam. Encore, je te présente Olivier Farouz. Enchanté. Olivier Welcome. Farouz, Charlie Fadida, qui est une célébrité Nice ici. to meet you. Nice to meet you. Et I'm qui- crazy about food, you know, so you have a good customer for me. We're going to do the best menu. Fantastic. What do we eat tonight? So tonight we eat some fish that I sear on a pan. We will put it on courgette chou-fleur. Du chou-fleur. Chou-fleur, crème of chou-fleur Donc, du with poisson sur du vegetables. chou-fleur, It's very nice. For the main course, it will be fillet of beef with polenta, but polenta with truffle. Main. Wow. Truffe. Truffle from here? Because I learned yesterday that there are some truffles in Israel. I didn't know that. There is. Il y a de la truffe en Israël? Yeah, in the north, in Wow. Golan, yeah. Yeah. Expensive? Cher? It's expensive, yes. okay. Like in French. It is. It is. Ah, donc on attend nos invités. Qu'est-ce qu'ils font là? On a dit quelle heure? On crois tranquille. qu'ils- je crois On se qu'ils prend un vont petit nous verre tous les aider. deux en attendant? Avec plaisir. Ah, let's take Avec on va plaisir. se prendre un petit champagne là tous les deux. Allez, les chaim. Allez les Chaim. Ah, tu vois, regarde, ils sont là. Tu vois, les mauvaises langues, ils sont à l'heure, regarde. Je vais voir qui est là. Bonjour. Bonsoir, bonsoir. Chirel. Comment allez-vous? J'adore te recevoir dans mes dîners. C'est quoi, le 6e, 7e qu'on fait déjà ensemble? C'est passé tous les soirs. Tous les soirs, on fait des dîners. Jennifer, Jennifer Lassat-Smith. Bonsoir. Bonsoir. Merci de m'accueillir. Enchanté. Merci à toi. Finalement, on a réussi. Sahri Alevi, ici avec nous dans ce dîner. Ça fait longtemps que je vous vois. Oui, je sais vraiment accepté que c'est finalement, on arrive à faire. Et en français. Je suis remarqué, mais son français est parfait. Je vais essayer de... Là, t'arrives pas trop fatigué, t'étais au Non, Milouim, ça là. va, ça va. T'as passé une journée. Ça va, je vois le vin, ça va. Un petit peu de paille Tu dans vois. les cheveux, là. Allez, je vous présente notre hôte, je vous présente notre hôte, Olivier Farouz. Ça va, T'es Chirel? là. Et on vient. Bienvenue, hein. On est de la même famille, donc Exactement, on est en on est famille cousins. ce soir. Bienvenue. Merci. Olivier, Nice to meet you. ravi, enchanté. Ravi également. Merci Je suis très beaucoup heureux que tu sois là. d'avoir invité. C'est Avec super, plaisir. ta maison est vraiment super. Magnifique. Alors, petit champagne Rosé. champagne. Rosé et champagne de chez Raziel. Très bon vin. Bien sûr, Toda. Les chaim, hein. חיים, בשורות טובות. חיים, תודים ולשלום. Allez, à la paix, à la paix. אמן. À la paix. Normalement, les invités arrivent. Ah voilà, voilà, voilà. Qui est là? Qui est là? Qui est arrivé? Jai Rieger. Comment ça va? Ça va et toi? Ah, t'es venue toute seule parce que t'habites pas loin, je crois. Ouais, mais j'habite près d'ici, 2 minutes d'ici. Mais c'est génial. Ouais, c'est Donc à génial. pied, tout tranquille. Eh ben On dit bienvenue, en voilà. hébreu Kalab, Karov Labayt, on dit en hébreu. Calab, tu m'as appris Kalab, quelque ouais, chose. Kalab. Près
Carole Laval. Carole Laval. Alors regarde cette jolie bite. Waouh, ma mère. Comme elle est belle, et je crois que tu connais quelques Ouais, je uns de connais, nos oui, invités. oui, je connais. Tsari. Ça va, salut, ça va. Bonjour. Salut. Jennifer, Enchantée. Enchantée. Bonjour Joy, enchanté. Ça va? Olivier et Chirel. Shalom. Shalom. Bonjour. Naïm Od. Donc Tiens, là, Joy. C'est off, et merci beaucoup, merci. You're welcome. regarde là, regarde, dans ce petit comité simple, tranquille, on a une chanteuse, un businessman, une actrice, une journaliste, un chanteur-acteur, un chanteur-acteur, Faouda aussi, il a fait, bon jeu. Mais c'était sympa la voiture qu'on avait fait ensemble. Tu te rappelles Avec les voitures, c'était super. C'était sympa. Ouais, c'était super. Voilà, acteur de Faouda, mais beaucoup plus que ça quand même. Beaucoup plus que ça. Merci beaucoup. On est ravis de vous avoir ici. Il y a encore d'autres personnalités qui vont arriver. Ceux-là viennent plutôt de France. Ah non, Des journalistes personne n'est parfait. qui ont fait l'école de journalisme comme toi d'ailleurs. Oui, bien sûr. 20 ans de journalisme. Bien sûr, oui. Je ne sais pas pourquoi je suis là. Je suis l'intrus de cette C'est la soirée. spéciale. C'est juste toi, on n'a pas besoin de plus. À l'évidence. Bonsoir. Bonsoir. Céline Pina. Enchantée. Oh, mais je suis ravi de vous accueillir ici. Et moi, je suis On va se ravie dire d'être tu. là. On va se dire tu. Oh, je sais On est en Israël Mais ici. oui, on se dit tu, bien sûr. Céline, j'en prie, rentre. Elisabeth. Fais attention, Stéphane, elle n'a pas l'habitude encore de moi des malotrus israéliens. Ça va, Elisabeth Lévy. Comment ça va? Jean-Sébastien, ça va bien? Ça va très bien. Merci d'être là. Bonsoir. Comment ça va? Ça va bien. Vraiment Merci de plaisir. m'accueillir. Merci à toi d'être là. On va se dire tu. Oui, avec plaisir. Voilà, une belle maison, n'est-ce pas? Ah, splendide, franchement splendide. Il ne faut pas dire l'inverse. hein, C'était maintenant que tu vas- un. Non, mais on est bien Non, vraiment, élevés, de toute c'est façon. moche. Ça y est, vous êtes C'est sérieux. vraiment moche chez vous, on tenait à vous le dire. Voilà. Tenez. Merci. Tu connais un peu, on fait des présentations, tu connais qui Et tu oui, connais je connais. Eux, ils ne me connaissent pas, mais moi, je Tu connais les un connais petit peu quand même. D'accord, très bien. On vous voit beaucoup à la télévision. Vous savez qu'on je regarde regarde les on regarde beaucoup la télévision ici, que ce soit BFM, CNews ou autre, et on regarde, et vous avez des têtes qu'on connaît bien. Et on est ravis de pouvoir vous poser des questions en direct là. Mais c'est bien, on est presque plus connu en Israël qu'en France Ouais, maintenant. Non, non, ça Finalement, va. on va venir s'installer Voilà. ici. Eh oui. C'est nettement plus Mais il y a des gratifiant. chambres, t'as des chambres ici en plus. J'en ai quelques-unes. Tu vois, regarde. On peut vous accueillir. Bon, alors les Chaïm, on va faire Bon, un les petit Chaïm, Chaïm. à la vôtre. Un petit Chaïm Bienvenue. ensemble. Vous Merci habitez d'être en ici. permanence ici? Non, pas du tout. Vous êtes des- J'habite à Paris D'accord. et je viens de temps en temps. Mais Sans- vos affaires sont en France. Ah oui, 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 mon D'accord, siège vous est êtes à... Enfin, moi, pas du tout ici, j'habite à Paris. D'accord. Donc on a un autre groupe qui s'est installé à l'extérieur, ils fument des clopes, je sais pas ce qu'ils font derrière, mais ils sont là-bas. Il y a Et, déjà 2 soirées. Il y a déjà 2 soirées. Non, parce qu'ils Il y a sont une arrivés. contre-soirée. Bon, ouais, on va aller les envahir alors. Franchement, Surtout on va qu'ils sont essayer de sympas. faire ça. On va leur dire de venir. On va Ah bah commencer voilà. à dîner Mais peut-être, parce parce qu'il est tard là. Si on peut fumer une clope, moi je suis Alors pas vas-y, complètement vas-y, contre. Allez, mais Vous vous voulez pouvez fumer fumer une clope? ici si Quelqu'un vous veut voulez. fumer une C'est clope? vrai? Ben Mais bien moi- sûr, Oui, vous c'est rigolez pas. miraculeux. Céline, je te présente Sahri Alevi qui est là, de Faouda. Voilà, alors, en fait, Ravi. vous êtes non seulement une star en France, mais vous êtes une des stars de mon mari, qui m'a dit, si tu pouvais, tu ne demandes jamais des selfies à lui, tu lui en demanderas un. Donc à un moment donné, je vous en Avec enquiquinerai. plaisir, avec plaisir. On peut faire deux même, toi. Autant que je veux, et comme ça après, je l'enquiquine, il est jaloux, il est vert de jalousie. Et Mais moi, pourquoi j'ai il n'est gagné. pas venu avec vous? Parce que, en fait, ils l'ont pas invité. Mais en fait, c'est En pas fait, vrai. il garde- C'est pas vrai. C'est pour elle les selfies. C'est pour elle qu'elle fait les Il selfies. garde les enfants. Elle prend l'excuse de son mari, C'est-à-dire mais c'est que, pas vrai. à mon âge, faire une photo avec un bel homme, ça devient Ah, compliqué. merci beaucoup, c'est Là, vous êtes obligé, vous n'avez pas le choix, donc j'en profite. Mais c'est gentil. Est-ce qu'on va dîner? Allez, on y va. Qu'est-ce que je suis ravi de vous avoir tous ici. Franchement, merci encore Olivier. Olivier Faros qui nous accueille dans cette magnifique maison ici. Regardez, on a une belle table, on a des invités exceptionnels. On a un dîner fabuleux, poisson, viande et autres, et du superbe vin. Voilà, du vin de chez Raziel et du vin de chez Claude Serror. Donc on va se régaler ce soir et on va tous un peu parler ensemble, on va apprendre à se connaître parce qu'on ne se connaît pas tous. C'est la première fois que je vous reçois. Je vais quand même faire un peu les présentations. Allez. Vite fait, comment vous voulez Olivier ?
D'abord Les femmes d'abord, non. Les femmes d'abord? Bien sûr. Alors, Chirel, tout le monde connaît. 7e dîner qu'elle fait avec nous. Chirel, merci d'être encore j'ai ici. très faim, c'est pour ça que je viens Très à faim. chaque C'est fois. pour ça que tu ris. Tu ris nerveusement? Oui. Céline Pina, qu'on voit beaucoup sur les plateaux télé en France, journaliste. Tout à fait. Et qui est aussi très fin et qui est comme Chirel. Là, je fais semblant d'être polie, mais en fait, mon regard est focalisé sur ce qui se passe derrière et qui a l'air très appétissant. En plus, c'est un beau balai. Reste avec nous. Jean-Baptiste Roch, rédacteur en chef de Causeur. De causeur. De Causeur. Pas de closer. De Causeur, non. Surtout pas. Oh, c'est pareil, Causeur. Non, ils vendent plus Closer, malheureusement. Oui, malheureusement, ils vendent plus. Causeur, tout le monde connaît Causeur. Bien sûr. Voilà. Donc Céline est également une émérite. Et Céline aussi. Et toi aussi, non? Et ben moi Elisabeth. aussi. C'est ma bosse. C'est Voilà. Elisabeth Lévy, que là, on ne présente pas, évidemment. Si, on la présente. On la représente. Voilà. Joy Rieger, actrice israélienne, c'est la première fois que je te reçois ici. Et je suis ravi parce que on peut pas dire que j'étais fan de toi parce que j'ai vu qu'un film de toi pour l'instant, mais j'ai adoré ce film-là, qui s'appelle Image of Victory, et j'ai vraiment aimé. Et je suis tellement ravi de te recevoir ici. Joy Rieger, actrice israélienne. Là, on ne présente pas. Alors après, Tzachi Halevi, ça fait longtemps qu'on doit se voir. Quand même, ouais. Et là, je suis ravi de t'avoir ici Merci beaucoup. à dîner. Tzachi Halevi, tout le monde connaît évidemment, acteur israélien, qui parle très bien le français, comme Joy aussi. Non, ouais. Ah, si. Jennifer Hassan-Smith, là on a une journaliste locale de I24 News. Aussi local, fraîchement local. Franchement, I24 News, mais avant évidemment il y avait la télé en France. Exactement. Mais là vous êtes aujourd'hui, tu es journaliste sur la chaîne I24 News, sur l'antenne, à l'antenne évidemment. Ouais, à l'antenne, voilà. Et alors, Jean-Sébastien Ferjot, Jean-Sébastien Ferjot, que je regarde très 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 régulièrement aussi à la télévision. Et merci d'être là aussi. Atlantico, c'est ça? Exactement. Atlantico, rédacteur chef de Atlantico. Fondateur. Tout ça. Et qui vous a fait une fleur, on l'appelle l'homme qui tombe à pic, parce que sur les plateaux, il fait stresser tous les animateurs. Il arrive systématiquement juste au moment où se déclenche la caméra. Ouais, à toujours. Mais c'est tout Avec un art. flegme. Oui, mais alors en revanche, le présentateur, lui, est pas du tout flegmatique. Donc voilà, on a fait toutes les présentations. Et puis Olivier Farouz, évidemment. Olivier Farouz, alors président du groupe Premium. Voilà, fondateur, président du groupe Premium. Qui est un groupe de gestion de patrimoine en France. Un groupe comme ça, tu dis ça d'une manière... mais c'est quand même le premier groupe, je crois, de gestion de On est patrimoine. effectivement leader dans la gestion de patrimoine en France. Et surtout sur les produits retraite et la démocratisation de tous ces produits. Et alors, tout le monde connaît Israël ici, je pense. Vous êtes venu plusieurs fois, non? Céline, tu connais? Ouais. Tu connais, tout le monde connaît, Elisabeth, ouais. Et je me demande si tu vis pas là déjà. Comment? Tu vis pas ici, toi? Non. On te voit souvent quand même. Il y a trop de juifs. Il y a trop de juifs, ok, d'accord. On a le droit de faire des blagues ou... Je t'ai déjà vu, ouais. Alors, c'était une blague. Est-ce que, malgré tout, comment vivre après le 7 octobre, une vie plus ou moins normale après le 7 octobre quand on vit ici en Israël, Tzachi? C'est quoi la normalité exactement? Surtout en Israël. Je pense pas qu'il y a, depuis le 7 octobre, il n'y a pas vraiment une normalité qu'on vit ici en Israël. Pour moi, personnellement, je pense que... Parce que tu as été dans l'armée aussi. Oui, mais sauf ça, je pense qu'il y a un grand pourcentage de la population qui a été à l'armée. Mais je pense que les faits qu'il y a quand même des otages encore, il y a quand même des gens qui sont pas à leur maison, c'est pas vraiment une normalité. Je sais que la plupart des gens, ils ont envie de retourner, de revivre une certaine normalité. Mais moi, personnellement, j'arrive pas vraiment à gérer cette normalité. Mais pourtant, on sait très bien que psychologiquement, il faut qu'on fasse attention à soi-même, à force d'être dans cet esprit-là très très d'angoisse et de. Oui, on se fait du mal finalement. Oui, mais je pense qu'il y a une grande différence entre essayer personnellement de retourner à une certaine normalité. C'est très proche à oublier. La vie quotidienne va reprendre comme elle reprend toujours. Il y a déjà, tu vois, sur la plage de Tel Aviv, des gens qui font leur jogging, qui vont... je veux dire, cette vie-là a repris. Mais effectivement, je ne crois pas ni que quiconque va oublier. C'est quand même la première fois pour cette génération, pour des gens de notre génération, c'est la première fois qu'ils se disent que ce pays est en danger. Et c'est la première fois d'ailleurs pour beaucoup d'eux. C'est pas seulement les gens de notre génération. Ouais. Moi, j'ai le sentiment que le 7 octobre, il a touché
les gens de notre génération, les plus jeunes, mais même les Oui, les mais gens je veux dire, pour vous, c'était plus- la première fois. Moi, j'ai quand même. Pour vous, si vous voulez, il y a des rescapés aussi, ou des enfants de rescapés, beaucoup ont entendu ce qu'ils avaient entendu toute leur enfance. Ce que je veux dire, c'est que je ne crois pas que ça va revenir à la normale, parce que, comme nous l'a dit d'ailleurs Rafovitch tout à l'heure, là, pour le coup, il y a vraiment un ennemi qui se montre déterminé dans la destruction. Donc, voilà. Je veux dire, ça veut dire vivre avec ça, quand même. C'est plus compliqué que ça, je pense. C'est toujours plus compliqué. Jennifer ? C'est pas seulement l'ennemi. La reprendre, non, mais la vivre d'une manière différente à partir du 8 octobre et pourquoi pas avec moins de culpabilité. Parce qu'effectivement, quand on écoute de la musique, quand on se dit je vais aller me détendre 1 heure ou 2 à la plage parce que j'en peux plus, il y a quand même ce sentiment de culpabilité derrière. Est-ce que je peux être heureuse? Est-ce que je peux passer un bon moment? Est-ce que je peux... Est-ce que j'ai le droit presque? Est-ce que j'ai le droit? Exactement. Mais... Alors qu'effectivement, il y a des otages, il y a des enfants, on a vécu des choses Vous avez affreuses. perdu des proches, tous? Vous avez tous des proches à la guerre? On a tous perdu par Et puis toi, tu es journaliste, évidemment, journaliste news. Bien sûr, alors j'ai vu des journaliste trucs news. atroces. Mais bon, au moins, avec un petit peu moins de culpabilité, est-ce que c'est quand même normal ou est-ce qu'on doit quand même se sentir mal? Moi, je ne tu parle vois pas de la culpabilité de chacun. Chacun doit faire ce qu'il veut faire chez lui. Mais je parle plus de la société en général, israélienne. Et c'est ça. Moi, je pense que généralement, l'être humain, il a la tendance, je ne sais pas, d'oublier très, très rapidement. C'est normal. C'est une chose très humaine. Mais je pense qu'on n'a pas quand même la possibilité, nous comme une société israélienne, d'oublier la situation qu'on vit. Et puis on est une grande famille, ça on peut va, pas oublier en fait. Tu peux faire tout ce que tu as envie de faire. Je suis d'accord, Tsahari, c'est vrai que on a tendance, l'être humain peut oublier. On rappelle que le monde a oublié le 7 octobre, le 9 octobre. Le 8 octobre, ouais. Le 9 octobre, il avait déjà oublié. Céline? En fait, la condition humaine, elle est tragique en soi. C'est-à-dire que la vie est courte, en plus elle se termine mal et on en est tous très conscients. Et on continue quand même à vivre, à jouir de la vie. Donc on a cette capacité de refoulement. Et c'est celle qui se met en œuvre aussi face à un drame aussi atroce. Mais moi, le sentiment que j'ai, il y a une histoire qui m'est revenue qui peut apparaître vraiment dérisoire. Mais je me souviens quand j'étais petite, j'ai ma meilleure amie, et en fait, pour ses 18 ans, on lui offre une bague avec un diamant. Et elle me dit, et il y a sa grand-mère qui est là, et elle me dit, mais franchement, c'est complètement débile. Moi, je préfère faire de ça, aller en voyage, je pourrais préférer de l'argent. Et sa grand-mère, à ce moment-là, lui dit, ne dis pas ça, un diamant, ça se coule toujours dans une doublure. Et on la regarde, moi et ma copine, et on lui dit, mais il y en a marre maintenant avec vos peurs, vous voyez bien, tout ça c'est fini, le monde est passé à autre chose, et on y croyait à fond. Et quand le 7 octobre s'est produit, c'est ça en boucle qui me revenait dans la tête, et je me disais, mais on était peut-être des petites connes, mais qu'est-ce qu'on était heureuses dans ce monde qu'on nous avait donné et que personne n'allait nous prendre. Et là, il a explosé sous nos pieds et on ne sait même plus si... On a l'impression de marcher, d'être comme dans vous savez, les dessins animés où vous avez le personnage, il pédale dans le vide, mais il reste là. Ouais. Et ben moi, j'ai l'impression que beaucoup d'entre nous, on est comme ça, on pédale dans le vide et on se dit, merde, il y a un moment où... Jean-Sébastien. En fait, moi, c'est plus une question que je me pose, parce que j'ai un rapport différent à Israël qui est plus distant, même si j'aime beaucoup ce pays. Et je me souviens, avant le 7 octobre, d'avoir sur des plateaux de télévision parlé avec des journalistes israéliens, une journaliste notamment, Tamar Sebok, et qui me disait qu'il y avait beaucoup de jeunes Israéliens qui commençaient à ne plus croire à Israël, à avoir envie de partir, à ne plus croire à l'avenir de ce pays. Et donc la question que je me suis posée le jour même du 7 octobre, je crois, en parlant avec... je me souviens, j'ai appelé un ami qui lui est juif, et en lui disant, mais t'as vu ce qui se passe, c'est énorme. Il me disait, oh, on a connu plein de trucs. Et je lui disais, non, je crois que là, c'est vraiment quelque chose de plus choquant, qui va au plus profond de ce que les Israéliens, enfin de la sécurité, même psychologique qu'Israël... Et la question que je me pose, et que je vous pose à vous qui êtes là, c'est est-ce que ça a ressoudé les gens, est-ce que ça fait recroire à Israël, à l'avenir d'Israël, ou est-ce que ça entretient ce doute qui était là? Effectivement, c'est celui qui veut répondre, mais il y a dans ce que tu dis quelque chose d'intéressant, c'est que dans la diaspora, ils ont vécu les choses différemment de nous. En France, c'est que là-bas,
il y a une barrière qui a sauté énorme pour eux, c'est que Israël était un refuge pour la vie. C'était impossible de craquer. Et là, le refuge a cassé, en fait. Il s'est affaissé. Et donc là, j'imagine, et c'est la question que je poserai à des Français là-bas, mais comment vous ressentez l'après 7 octobre quand Israël est finalement pas invincible? Il n'est plus invincible. Et ça devait être dur. Qui veut répondre à ça? Joy ou... Je sais pas quoi de répondre. C'est un peu dur en français, mais je pense que c'est bizarre pour moi d'assis ici, tu vois, de parler de ça et de boire du vin et de manger, d'être comme ça très beau et dans la table, parce que moi je pense toujours, je réveille dans le matin et je pense de l'otage et je pense de mes amis qui ont fait l'armée, je pense de tout. C'est bizarre pour moi de faire quelque chose autre. Mais ce qu'on fait là, c'est ce qu'on est en train de faire, c'est ce que tu fais, c'est-à-dire qu'on parle d'eux là, on parle on est juste en train d'échanger, on échange sur ce qu'on vit là tous les jours, mais voilà, on souffre tous de ça, on a besoin d'échanger dans un cadre un peu plus relaxant, c'est vrai. Mais on parle de la même chose, on est tous C'est bizarre pour moi, pour Joy, parce que je pense de mes amis et ça, mais c'est bizarre. Je crois qu'on ressent tous un peu. Ouais. On est tous là. Oui, Chirel. À 18 ans, j'étais à l'université de Jérusalem, j'ai étudié là-bas, et on nous a amenés à Auschwitz. Et avant de nous amener à Auschwitz, on nous a dit, préparé avec un psychologue, on avait tous 18-20 ans, ils nous ont dit, vous allez avoir des réactions très différentes et très surprenantes. Alors on avait dit quoi? Il avait dit, parfois vous allez même rire. Donc ne vous inquiétez pas et ne vous jugez pas si vous riez. Et on s'est dit, mais non, jamais on va rire, enfin, jamais ça va être horrible, etc., etc. On est tous rentrés, on est revenus dans le bus, et là, pour une bêtise, un morceau de chips, je ne me rappelle plus ce que c'était, on a ri pendant une demi-heure. Et c'était obligatoire. Je ne sais pas comment t'expliquer, on n'en pouvait plus, c'était tellement énorme qu'on avait besoin de rire pour survivre ce moment qu'on venait de vivre. Alors chacun le vit différemment. Comme tu dis, quand tu te réveilles le matin, chaque fois qu'on marche une demi-seconde dans la rue et qu'on voit un poster, chaque fois que je suis avec ma fille, que je regarde ma fille qui vient de naître, je me dis ça pouvait être un bébé, etc., etc. Mais après, chacun, il a une philosophie de vie et une foi qui fait qu'il vit différemment la chose. Moi, je la vis en étant même presque faussement joyeuse, pour être dans l'extrême inverse, parce que c'est comme ça que je survis. Après, il y a des gens qui ont besoin de pleurer. Chacun, il réagit avec ses codes. Moi, mon code, c'est j'ai besoin de danser, de chanter toute la journée. C'est-à-dire que à l'extrême. Jean-Baptiste? Alors nous, on est arrivés avant-hier, oui, c'est ça, ici à Tel Aviv. Je n'étais pas retourné depuis le 7 octobre. Et alors, je me suis peut-être auto-convaincu, mais je ne crois pas. J'ai observé les gens, j'ai trouvé qu'il y avait une certaine... Les gens qui ne s'interdisent pas de courir, de faire du sport, de nager. Et ça t'a choqué? Ça t'a choqué? Pas du tout, parce que j'ai trouvé qu'il y avait quand même une certaine dignité. L'un n'empêche pas l'autre. C'est ça. C'est... C'est quoi le mot? La dignité. Okay. Dignity? Ah, ok. Dignity, oui. Ça m'a semblé évident. Alors on n'est pas encore allé en boîte de nuit, peut-être qu'on va voir. On n'est pas encore. Ça, je pense que personne n'a envie d'aller en boîte de nuit. Mais voilà, j'ai vu des gens, comment dirais-je, qui vivaient, qui essayaient de vivre de la meilleure manière. La fameuse résilience, que tout résilience. Mais pour vous, Jean-Sébastien, pour vous répondre, moi. Ma croyance, c'est un état que l'hymne s'appelle la tikva, l'espoir. On ne perd pas l'espoir jamais. Et quand il y a des gens qui me demandent pour toi c'est quoi Israël, alors moi je leur dis si vous voulez vraiment comprendre l'Israël, venez à Yom HaZikaron et Yom HaAtzmaut. Les 2 jours, le change entre la mémoire de nos amis, de nos frères, qu'ils ont donné tout pour établir cet État, et l'indépendance, c'est ça, c'est la société israélienne. Alors d'un côté, je ne perds pas l'espoir, mais je peux dire, je pense, en tout cas de mon côté, que cette fois, et je ne sais pas, Joy, il y avait quand même une différence. On n'a pas vraiment fêté l'indépendance. La jour de Yom HaZikaron était beaucoup plus
lourde, forte, Moi, je ne triste. pouvais pas voir. Il y a quand même un sentiment qui est différent, mais encore une fois, personnellement, on n'a pas le droit ou la possibilité de perdre l'espoir. L'espoir qu'on pourra surpasser ou surmonter tous les échecs qu'on vit. Et je pense que ça, c'est la force de la société israélienne. C'est Ed Medina Acheret, c'est ça? Oui. Il n'y a pas d'autre pays pour les Juifs. Mais maintenant, je pense qu'il n'y a pas. Et toi, tu dis quoi? Ça veut dire quoi? Je pense qu'il n'y a pas d'autres pays maintenant. Il n'y a plus d'autres pays? Ouais, moi je sens ça. Je sens ça qu'il n'y a pas d'autres pays maintenant. De plus en plus, c'est-à-dire Ouais. qu'avant, il pouvait y avoir Miami, il pouvait y avoir Los Angeles, et aujourd'hui, non. Miami, c'est encore le cas, mais moi, pour revenir sur le débat de la résilience, qui est pour moi essentiel, moi j'ai tenu à... En fait, je devais faire la bar mitzvah de mon fils en Israël autour du 20 octobre 2023. Donc évidemment, ça a été reporté. Et quand ça a été reporté, évidemment, tout le monde m'a dit, bon bah, tu vas faire à Paris ou tu vas faire je sais pas où. Et je dis, mais non, mais moi je veux faire en Israël. Et on dit, mais non, mais là c'est pas possible, personne ne va venir. Je dis, bah écoute, moi je vais faire en Israël et celui qui veut venir, il va venir. Et pour moi, c'était très important, non pas de dire qu'on continue de vivre comme avant, parce qu'on vivra plus comme avant. Moi, je rejoins complètement Elisabeth et je pense qu'on ne peut plus vivre comme avant. Mais en revanche, on continue de vivre avec beaucoup de joie de vivre. Et j'ai réussi à faire la bar mitzvah de mon fils il y a 3 semaines. Et il se trouve que la soirée de la bar mitzvah, et c'était presque extraordinaire, dans le sens littéral du terme, c'était le soir des bombardements de l'Iran. Incroyable. Oui. Et j'étais d'ailleurs, à la fin de la soirée, on a réussi à rester jusqu'à 1h30 du matin. Et après, on a dû rentrer on était à l'extérieur de Tel Aviv, à une demi-heure. Et quand on est rentré, moi, je suis resté avec plein d'amis jusqu'à 5h du matin sur le toit, là-haut. Et je crois que le lendemain, moi, je pensais que ça allait être ville morte. Le lendemain, parce que tout était fermé, les écoles, je ne sais pas si tu te souviens, les écoles, enfin absolument tout était fermé. Et le lendemain, quand on s'est réveillé, on a dit, bon, qu'est-ce qu'on fait? On va quand même à la plage, on va voir. Et la plage était bondée. Ah ouais? Et en fait, ça, je trouve que ça, c'est Israël. Et c'est pas une question évidemment, pas du tout d'oublier, mais de montrer à ces gens-là que jamais ils ne gagneront. Jamais, parce qu'il y a une résilience dans ce peuple et finalement une motivation à continuer à vivre qui est extraordinaire. Mais Joy aussi, quand vous disiez il n'y a plus d'autres pays, moi en tant que Français, je ne suis pas juif, je trouverais ça insupportable et depuis le 7 octobre, ça me met en colère d'imaginer que justement la France pourrait ne plus être un pays où les Juifs sont chez eux s'ils ont envie d'y être chez eux. Et c'est insupportable parce que je comprends évidemment pour les Israéliens que c'est dans une intensité infiniment plus grande, mais c'est un débat qui nous concerne tous et qui concerne tout le monde, quelles que soient les confessions, parce qu'on a le droit de vivre où on a envie en fonction de... Et a fortiori quand on est citoyen... Enfin, on n'a pas le droit de vivre où on a envie, puisque c'est précisément ce qu'on dit. Non mais dans un état de droit, dans une démocratie, non, Elisabeth. Ce que je veux dire, c'est que précisément un pays a le droit d'accueillir qui il veut, mais c'est intéressant parce que dans le livre de Houellebecq... Mais là on parlait des gens qui sont déjà... Dans Houellebecq, dans Soumission de Houellebecq, il a cette phrase, parce qu'il voit la France partir en eau de boudin avec l'islamisme, etc. Et il a une fiancée à ce moment-là qui décide, elle, qui est juive, et qui décide de faire son alia. Et lui, il écrit cette phrase, il dit « Et nous, pour nous, il n'y a pas d'Israël ». Et c'est terrible parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont aussi ce sentiment de... Alors, c'est pas du tout la même urgence ou la même... Mais ce sentiment... La Belgique aussi, je sais pas, vous avez de la famille encore? Non, mes grands-parents, ils ils sont morts. Mais j'ai des amis qui habitent à Paris et ils ont tout m'appelé. Il dit mais tu es où? Tu vis? Tu mors? Tu fais quoi? Parce qu'ils pensent pas que je vis. Tu vois, ils pensent que je suis dans le... Comment tu dis shelter? Comment tu dis le... Les sous-sols. Ouais, alors ils pensent que je vis là-bas et j'ai pas de vie. Alors, ils savent rien, je pense.
mes amis là-bas. Et il y a une petite chose qu'on n'a pas encore évoquée, qui est quand même assez importante justement dans la question que tu posais, c'est que avant, encore le 6 octobre, il y avait des manifestations, il y avait ce peuple israélien qui se déchirait, la droite et la gauche, tous les soirs, il y avait vraiment tous les samedis soirs en tout cas, il y avait ces manifs vraiment qui encombraient le pays de Jérusalem à Tel Aviv partout. Et le matin du 7 octobre, le peuple israélien s'est vraiment réuni comme un seul homme, c'est le cas de le dire, pour vraiment affronter l'ennemi. On sait que l'ennemi a profité justement de cette faille dans la société et on a joué et revient un petit peu en ce moment parce qu'il y a quand même un débat malheureusement qui devient politique alors qu'on n'en est vraiment pas là, à mon sens en tout cas. Et ça a fait partie aussi justement de cette unité du peuple qui s'est vraiment ressoudée le 7 octobre au matin. Quoi. Ah oui, mais qui fait presque envie. Quand on le voit depuis l'étranger, ça fait envie cette unité-là. Oui, mais moi je pense que les manifestations, c'est pas une chose mal quand même. Ouais, même peu si c'est importe, politique, bien sûr. Mais en tout cas, ils se déchiraient, tu te rappelles, il y avait la garde montée qui frappait sur les... Bien sûr, mais tu avais la garde montée qui frappait sur les manifestants, il y avait... évidemment. En revanche, pendant quelques mois, il n'y a plus de manif. Tout le monde était d'accord sur le fait que l'ennemi, il était là et ce n'était pas dans la société. Je pense qu'on peut être encore d'accord que l'ennemi est là et quand même qu'il y a des choses qui sont importantes à manifester, si c'est les otages ou si c'est la politique. Moi, je pense que ça montre une chose qui est quand même différente entre nous et les autres pays qui sont autour de nous. Autour de nous, je pense Israël reste une démocratie, je ne pense pas qu'il faut avoir peur des manifestations ou qu'il faut... Nous, en tant que société, on n'en a pas peur. En revanche, ceux qui nous entourent ont perçu ça comme une faiblesse et sont rentrés dans la brèche. Peut-être ce qu'il y avait avant, mais moi, l'apparence, ça ne me touche pas l'apparence. Moi, ce qui est important, c'est ce qu'on vit chez nous. Bien sûr. Quand même. On ne peut pas vivre notre vie par rapport aux apparences, comment ça se voit. En revanche, on ne peut pas empêcher les autres de nous regarder et de se dire, attends, là, il y a peut-être moyen de... Je ne sais pas vraiment si on peut. En tout cas, on va continuer cette conversation. Je voulais juste, parce que ça vient d'arriver, Charlie Fadida, notre chef qui est ici, célèbre chef israélien. Bonsoir, Charlie, comment tu vas? Qu'est-ce qu'on mange ce soir? Là, on est quoi? On est sur quoi? Un poisson? On est sur une purée en forme d'Israël. Say it in English. It's dag denis. It's dorade. Dorade in French. It's roasted in the oven and it's chou-fleur crème. Oh, wow. But did you do this on purpose that it has the shape of Israel? Yes. No. No, it's something. Moi, je trouve que ça ressemble à un poisson. Alors, je vous en prie. Allez-y, commencez. Alors, comment c'est ça? Bon appétit. Cette émission vous est proposée par Groupe Premium, la référence de votre patrimoine en France. Le dîner vous est proposé par la maison Erez Cyrus, votre gestionnaire de patrimoine en Israël. Take me to a place where happiness is in the air. Comacom Immobilier, votre agence immobilière leader en Israël, vous propose ses nombreux services à travers tout le pays grâce à la disponibilité et au professionnalisme de ses agents et employés. Notre équipe est à votre service pour vente d'appartements et maisons, location de longue durée, location saisonnière, assurance pour loyer impayé, gestion locative, projet neuf. Et bien évidemment, dans tout Eretz Israël. Vous êtes intéressé? Contactez-nous. Et Stéphane, je trouve que c'est très important dans la question sur la perception de l'extérieur et aussi de ce qu'on vit, nous, en France notamment. Moi, j'ai grandi en banlieue parisienne, dans une banlieue dite difficile, que j'ai pas trouvé très difficile, moi, à l'époque, mais où il y a quand même 70% de logements sociaux.
Et en fait, Où ça je suis né à Vitry-sur-Seine et j'ai grandi à Orly et Choisy-le-Roi, qui est une banlieue aujourd'hui. Mes parents habitent encore là-bas pour encore quelques semaines, puisque je les rapatrie à Paris, là. Et après 30 ans d'efforts. Et en fait... Je crois que tu allais dire à Tel Aviv. Ouais, non, je vais repasser à Paris déjà, c'est une première étape. Et en fait, ce que je déplore profondément, moi je suis un gamin de la République, j'ai toujours été en école publique, mes enfants vont en école publique, enfin, il n'y a aucun débat là-dessus. Et pour être très honnête, et je ne sais pas si c'est probablement parce que j'ai pas fréquenté beaucoup de juifs quand j'étais jeune, parce qu'il y en avait assez peu finalement dans ma banlieue, j'en fréquente toujours un petit peu, mais pas énormément. J'ai beaucoup d'amis qui sont de tous les horizons. Et aujourd'hui, c'est la première fois, et j'ai toujours combattu tout ça, et je détestais entendre ce genre de propos, mais c'est la première fois de ma vie. Je trouve que c'est en plus tellement injuste, c'est la quadruple peine, mais de considérer que peut-être nous, nos enfants, on n'aura plus notre place dans ce pays que moi, personnellement, je trouve extraordinaire, qui est la France. Je suis fou amoureux de ce pays, de sa culture, de sa population, de sa gastronomie, de ses paysages, de tout. Et en fait, on se rend compte que peut-être, ça risque d'être compliqué. Et ce que tu disais tout à l'heure me touche, parce que j'ai envie d'entendre ce genre de propos. Mais j'entends tellement et probablement. Oui, mais c'est probablement. J'essaye de considérer, peut-être en essayant de me rassurer, qu'il y a une minorité qui est très vindicative et extrêmement bruyante en ce moment, mais que le peuple français est quand même profondément choqué par ce qui s'est passé en Israël. Mais c'est bien pire. C'est pire, c'est-à-dire que beaucoup de Français partagent avec les Juifs le sentiment de dépossession, le sentiment de devenir, dans certains endroits culturellement minoritaires chez eux, le sentiment que les mœurs françaises, la façon de vivre n'a plus la primauté en France. Donc on n'est pas... Ce que je veux dire, c'est que dans ce sens-là, la question, les Juifs sont un tout petit peu à l'avant-garde de la dépossession, parce que les manifestations d'antisémitisme, évidemment, de haine anti-juive sont inquiétantes. Mais c'est un sentiment, je crois, partagé par beaucoup de Français qui ne sont pas du tout ce sentiment de perte un peu de nos pays, quoi. Est-ce que ça vous fait peur, la montée de l'antisémitisme aujourd'hui, au vu d'Israël, vu de là et de là-bas? Est-ce qu'il y a une vraie peur? Il y a de quoi. Les chiffres sont tout bonnement effrayants. C'est-à-dire que déjà, avant, la situation était extrêmement tendue, parce qu'on avait, grosso modo, les actes anti-religieux en France, il y en avait entre 150 et 170 pour les actes anti-musulmans. C'était autour de 500 pour les actes anti-juifs et autour de 1000 pour les actes anti-chrétiens. Sauf que 500 pour les actes anti-juifs, les juifs, c'est 0,6% de la population française. Donc déjà, sur une année. Après le 7 octobre, en l'espace de 3-4 mois, il y a eu une augmentation de plus 1000%. Il y a eu, c'est pas simplement en plus, donc ces actes qui ont été mesurés, c'est aussi la façon dont dont certaines personnes se sont exprimées, et qu'il a été extrêmement violent parce que expliquer que le Hamas était des résistants, ces gens-là avaient vu les images. Les plus jeunes sont tout le temps sur les réseaux sociaux. Même moi qui ne voulais pas voir d'images, même quand vous ne voulez pas, à un moment donné, il y en a une, c'est comme si elle vous sautait au visage, et celle-là, vous l'oublierez jamais. Moi, c'était le petit garçon. On voit un homme qui jette un petit garçon en disant aux autres enfants qui sont là, jouez avec le juif. Mais c'est pas, c'est le juif, c'est le jouet. Et le regard de cet enfant, ce regard-là, je ne l'ai jamais oublié. Je ne sais pas ce qu'est devenu cet enfant, mais je demande tout le temps et tout le monde me dit non, on ne sait pas, etc. Mais en tout cas, voilà, ce qui se joue à ce moment-là, c'est quand même extrêmement compliqué de se dire que les gens n'ont pas l'humanité de base pour pouvoir dire mais non, juste non. Et j'ai pas besoin de réfléchir, j'ai pas besoin d'avoir une théorie, j'ai besoin de rien pour dire ça, c'est non. Et que ça n'arrive pas, moi ça me terrorise. Et moi j'ai
vraiment le sentiment que le jour où les Juifs n'ont plus leur place en France, nous, on l'a plus non plus. C'est-à-dire que c'est un effondrement de toutes les valeurs et c'est un effondrement total de l'universalisme. Autrement dit, c'est une chute civilisationnelle. Et ça, on peut pas l'accepter. Et même si on a le sentiment vraiment qu'on n'est pas bien, moi, je me rappelle toujours de ça. Vous savez, vous prenez la carte en fin 41, début 42, la carte de l'Europe. Il y a du nazi partout. Le seul truc qui résiste, c'est l'Angleterre. Vous regardez la carte, vous vous dites, ils sont morts. C'est pas possible, ils peuvent pas y arriver. Mais ils y sont arrivés. C'est exactement ça. Alors ça, c'est extraordinaire, ce que tu viens de dire, parce que moi, je suis convaincu que la phrase magique, et moi, je suis un fan absolu de Churchill, et la phrase magique, c'est celle-là, c'est dire, vous n'avez pas voulu la guerre, vous aurez le déshonneur et la guerre. Et en fait, malheureusement, à un moment, c'est comme ça. Il faut être prêt à faire la guerre, mais il faut être prêt aux conséquences de la guerre. Je crois que c'est vraiment... Alors, les guerres en France, elles sont que culturelles, donc c'est beaucoup moins grave que ce que vous vivez en Israël. C'est évident, parce qu'il n'y a pas de tragédie, il n'y a pas de sang, littéralement, ou rarement en tout cas. Il n'y a pas de 7 octobre, évidemment, mais c'est aussi une guerre culturelle, justement, pour ce que disait Céline, pour ne pas renoncer, pour ne pas céder. Et cette guerre-là, il faut absolument la mener, mais c'est pas l'État, c'est les Français eux-mêmes. Parce que moi, ce qui me frappe, c'est la lâcheté de ceux qu'on laissait faire, en fait, qui n'en pensent pas moins parce que ça les agace de voir justement la montée, enfin ça les agace ou ça les choque de voir la montée de l'antisémitisme ou de voir des discours d'intimidation, de culpabilisation. Regardez, il y a des victimes et puis les autres, ils sont méchants et qui se taisent. Et notamment, Olivier, vous parliez de la droite, mais notamment de cette droite qui s'est tue parce qu'elle voulait pas qu'on lui dise qu'elle était d'extrême droite. Mais c'est insupportable. C'est insupportable. À chaque fois, je me souviens, il y a plus de 10 ans, quand on parlait de montée d'antisémitisme dans les banlieues, on le disait sur Atlantico, et on nous répondait, c'est parce que vous êtes islamophobe que vous le dites. En 2002, en fait, vous le dites pas parce que vous vous préoccupez des Juifs, mais parce que en 2011... En 2002, quand les territoires perdus de la République sont sortis... Et on nous disait, mais c'est parce que vous voulez dire du mal des musulmans. Oui. Non, c'est comme ça qu'on crée les extrêmes. C'est en ne parlant pas des problèmes. Non mais ça c'est un grand mystère français ça, parce que face à la montée de l'islam radical... En 2002, il sort ce livre. C'est des professeurs qui travaillent dans le secondaire, donc dans les collèges, dans les lycées, etc. Et dans les banlieues. Et ces professeurs racontent qu'ils ne peuvent plus enseigner l'histoire de la Shoah, qu'ils parlent pas seulement ils parlent de l'antisémitisme beaucoup, mais ils parlent aussi de l'homophobie, du sexisme, de tout ce que vous voulez. C'est-à-dire, on voit qu'il y a une jeunesse qui est en train de partir complètement en vrille. Réaction de la gauche, des médias de gauche, des profs, de tout le monde, ça n'existe pas, c'est des islamophobes. C'est en 2002. Et pour moi, c'est un mystère, à vrai dire. Je ne sais pas comment... On est un pays qui se raconte beaucoup d'histoires. Et il y a un philosophe allemand qui s'appelle Peter Sloterdijk qui dit tout ça, ça vient du fait que les Français se sont racontés qu'ils avaient gagné la Seconde Guerre mondiale. Parce qu'ils étaient à la table des vainqueurs. Mais, alors je ne sais pas si c'est le cas, mais... Cette affaire, c'est-à-dire le refus de voir ce qui est en train de se passer, est à mon avis la chose la plus grave. Est-ce que vous pensez que c'est une chose qui se passe seulement en France? Non. Le déni à ce point, moi j'avais l'impression qu'il y avait quelque chose de spécifique en France. Et maintenant? Non. Non, je vous demande, et maintenant? Est-ce que vous voyez dans le monde, aux États-Unis parce que quand même, quand vous dites que ça a commencé en 2002, moi j'ai le sentiment que quand même on vit une génération qui devient de plus en plus ignorante, avec les progressifs de tous les côtés, que pour eux, il n'y a pas une complexité, il y a seulement noir et blanc et c'est tout. Ça y est, si vous n'êtes pas d'accord avec leurs idées, c'est foutu. Alors moi je me demande, parce que maintenant, on voit ce qui se passe aux États-Unis et partout, et je me demande où ça va aller. J'ai vécu à Bruxelles quand j'avais au lycée, c'était je vais parler belge, c'était en 90 jusqu'à 93. Et j'ai vécu de l'antisémitisme, j'ai vécu des bagarres avec plein... C'est pas nouveau pour moi, sentir le antisémitisme ou anti-israélienne ou je sais pas quoi. C'est pas quelque chose de nouveau. Pour moi, ce qui est nouveau, c'est l'effet que les gens, tout d'abord, la plupart, ils sont ignorants. Ils savent pas
On voit ça aux États-Unis, je suppose qu'aussi en France, c'est la même chose. Les gens, ils manifestent et tout, mais ils comprennent pas vraiment la situation. On leur demande c'est quoi From the river to the sea, ils savent Non, pas exactement. quel fleuve, ils savent pas quelle mer. Mais alors, si on pense ça avec les réseaux sociaux, avec la manière d'apprendre aux jeunes à peut-être à être très simples dans leurs... On leur donne pas des challenges. Les gens, ils commencent à voir moins. Mais partout, je pense. Partout l'école, Je pense que c'est une chose. ici aussi. Je pense que c'est une chose générale. La génération, elle n'a pas la patience de comprendre des complexités. Ils veulent pas lire tout. Si c'est seulement du TikTok, et ça y est. Et c'est plus simple pour l'être humain et pour les jeunes de mettre dans une cadre. Et ça y est. C'est ça qui est, je pense. Mais je sens que c'est la première fois de ma vie que je suis. Comment tu dis mitbayashet, honteuse. J'ai honte de dire que je suis une Israélienne, que je suis juive. C'est le. Quand tu vas à l'étranger, tu veux dire? Ouais, je pense. Ouais, mais c'est pas la honte. Je pense que je suis peur de quelque chose. Ouais. C'est quelque chose de, c'est quelque chose que c'est ma première fois que ça m'arrive, je pense. C'est la première fois que ça t'arrive. Céline, tu voulais dire quelque chose? Il y a quelque chose. Prends la parole quand tu pouvez. Il y a quelque chose qui a disparu, c'est la profondeur de champ chez certains êtres humains. C'est-à-dire qu'avant, quand on formait une personne, on prenait un enfant pour l'amener jusqu'à être adulte, il y avait quelque chose qui était fondamental qu'on appelait les humanités. Il fallait faire ces humanités. Et faire ces humanités, c'était quelque chose de profondément culturel. Il fallait lire du théâtre, aller au théâtre, lire de la littérature, lire de la poésie, se créer en fait tout un background dans lequel on n'est pas simplement dans l'émotion, on mélange émotion, analyse, cérébralité, humilité, et tout ça, et même les médecins avaient une partie humanité qui était extrêmement forte. Et ça donnait, là où vous avez des gens qui aujourd'hui ne vous regardent pas en tant qu'être humain, vous avez des médecins, vous allez chez eux, ils regardent vos analyses, ils regardent leur ordinateur, ils ne vous regardent pas alors que votre peau, vos yeux, vos cheveux, l'état, peut-être même la manière dont vous entrez dans la pièce est bourrée d'indications. Et on a ça aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on éduque nos enfants comme des façades Potemkin, sur une logique d'utilité. C'est bien, le commerce ça marche, tu vas apprendre à vendre, et rien n'a plus d'importance, il n'y a plus de culture générale, il n'y a plus... Et donc on a oublié dans la formation qu'on ne formait pas que des ouvriers, que des techniciens, mais qu'on formait des hommes. Et aujourd'hui, on chougne en disant, mais nos façades Potemkin, elles n'ont pas de courage. Mais pour avoir du courage, il faut avoir quelque chose à défendre. Et la défense, c'est jamais l'apparence. C'est les trésors que vous avez gardés derrière. Vous défendez en fait une maison entière, pas juste une façade. Si vous êtes transformé en façade, vous ne vous battez plus. Non, je suis tout à fait d'accord. Je pense que même les leaders, les gens qui deviennent maintenant des politiciens, avant c'était des gens, comme vous dites, des gens qui avaient de la culture, qui lisaient des livres, je sais pas. Et j'ai le sentiment que de moins en moins, les politiciens à la fin, c'est non, ils ont beaucoup de culture. Le problème n'est pas la culture chez les politiciens. Le problème est le courage. Et le problème, tu parlais d'un truc très important, c'est le déni. Mais c'est pas du tout du déni. C'est du clientélisme. Le déni, ça va avec le manque de courage. Les gens ont peur de regarder des problèmes pour lesquels ils pensent ne pas avoir de solution. Donc, c'est pas de la part de LFI, c'est du clientélisme, mais de la part de beaucoup d'autres, c'est simplement la peur d'être face à un problème qui est effectivement assez angoissant. Et par ailleurs, je suis pas d'accord sur une chose quand vous dites la culture, ils ont de la... Non. Il y a une chose qui est claire, qui touche toutes les couches de la société, qui touche les élites, les gouvernants, les gouvernés, tout le monde, c'est une baisse terrible du niveau intellectuel. Et c'est simple, on pourrait dire que les 30 dernières années ont été des années, justement, que Céline parlait des humanités, de crimes permanents, de crimes contre les humanités. C'est-à-dire, on a détruit, en France, mais dans beaucoup de pays, je veux dire, vraiment, on enlève la culture générale des concours. Non, mais donc... Vous ne pouvez pas dire que c'est le cas. Le niveau a drastiquement baissé. Mais très bien, en général. Prenez une copie du bac. Mais prenons, là, on parlait des âmes politiques. Prenons l'exemple le plus flagrant. Mélenchon, vous pensez que c'est quelqu'un qui n'est pas instruit, qui n'est pas cultivé,
Je parle en général, évidemment, Mélenchon est cultivé. Macron, je ne sais pas s'il est cultivé, mais il est très intelligent. Non, mais moi, je ne suis pas sûr que Macron ce soit un puits de culture, si vous voulez. C'est pas vrai. Il a une culture d'énarque, à mon avis. Il y a peut-être un point juste précis. La culture, c'est le corps. La culture, c'est ce que tu as digéré. C'est pas simplement le fait d'avoir beaucoup lu, c'est le fait que ces lectures ont commencé à te transformer. Il y a toujours un truc... On est personne qui ait beaucoup lu et que cette lecture n'est pas transformée. Bien, ça dépend ce que à vrai dire. Ça dépend. Mais il y a un truc, je ne sais pas si vous vous souvenez, dans les la culture, c'est ce qui reste quand on a tout oublié. Non, mais par exemple, dans les sitcoms, vous avez toujours des fois des personnages, et ce personnage, il est immortel. Et en fait, il n'arrive pas à évoluer, il s'ennuie, il finit toujours par désirer la mort, peu importe, on a toujours tombé là-dessus. Et quand vous creusez le personnage, ce dont vous vous rendez compte, c'est que son immortalité, son éternelle jeunesse, fait que tout ce qu'il lit, qu'il ingère, il ne peut pas le digérer, il ne peut pas le faire chair, il ne peut pas vieillir avec. Et le fait qu'il ne puisse pas vieillir avec ça l'empêche d'évoluer. Et donc, du coup, il s'ennuie pendant des millénaires. Et je pense qu'on a quelque chose qui est un petit peu trait à ça, c'est-à-dire que même quand ils ont des connaissances, elles sont superficielles, ils les ont pas digérées, elles ne font pas partie de leur corps. Mais et en fait, quand quelque chose nous appartient... les trois quarts des journalistes qui parlent du dossier israélien ne sont pas capables de comprendre ce que ça veut dire réfugié de 48, réfugié de 67. Je veux dire, je suis désolé pour arrêter... Tout ça est certainement vrai. La vérité, c'est qu'il y a une baisse du niveau. Il y a une baisse du niveau de connaissance, il y a une baisse du niveau d'intelligence, il y a une baisse du niveau d'analyse qui est maintenant plus simplement dans les écoles, qui est dans les journalistes, qui est dans les profs, qui est dans... C'est pareil en Israël. C'est pareil en Israël. C'est ça la question que je me pose. Voilà, un manque de courage, incroyable. Un manque de courage et un manque de vision. Oui, c'est vrai aussi. Tout ça va avec le déni. Tsahri, Joy, c'est pareil en Israël, l'école a baissé de niveau ou pas? L'état d'éducation, tu vois, le système d'éducation est la même déjà 40 ans. Ça n'a pas changé vraiment. Ouais. C'est un bon système. Il y a de plus en plus d'écoles différentes. Moi, je sais que mon fils, il est, par exemple, école anthroposophie, où ça des... Non, mais on parle de... Oui, de la grande majorité. Mais quand même, on voit que... L'effet général, tu vois, c'est même... Je me souviens, Lucie, elle donne plein de lectures aux jeunes. Elle avait une lecture une semaine... Lucie Harish, oui, Lucie, qui est ton épouse. Ouais. Il y a une semaine, elle a donné à Tel Aviv à des gens de 15 ans et tout. Et elle m'a dit ce qu'elle leur a dit. Je suis tout à fait relié à ça. Nous, pour apprendre, on devait lire, regarder les encyclopédies et tout. On n'avait pas le choix que d'être bête. Ouais. Et eux, ils choisissent, ils font le choix d'être bêtes. Parce que c'est le TikTok et ça y est quoi, c'est tout. Mais en même temps, il ne manque pas de courage. Parce que cette génération qu'on a dit TikTok, qu'est-ce qu'ils vont devenir, avant le 7 octobre, on voit quel est courage. Tout d'abord, on ne généralise pas. Moi, je n'aime pas généraliser, ça va. On est tout à fait d'accord. Et moi, j'ai vu à l'armée, j'ai fait la plupart de mon milieu avec des gens de 24, 25 ans, très courageux. Mais on ne parle pas du courage. On parle d'éducation. Ouais. Et vous oubliez aussi une chose, pardon, en Israël, et moi, je ne suis pas israélien, mais ça m'a énormément touché. Quand on parle de double peine, de triple peine, de quadruple peine, on ne sait même plus où on en est, c'est l'abandon forcé de beaucoup d'étudiants israéliens qui n'ont plus les moyens d'étudier. Et nous, on a fait, il y a un mois, on est parti avec une fondation pour financer dans les kibboutz qui ont été touchés par les attentats, pour financer ces gamins qui n'ont plus les moyens d'aller à l'université, et finalement on va leur payer le fait de continuer des études. Mais il y a un gros problème en Israël aujourd'hui, la continuité des études après le 7 octobre, parce qu'il n'y a plus d'argent. La situation est compliquée. Et moi je ne parle pas, regardez, les jeunes, ils ont la volonté, ils veulent. Ils veulent qu'on leur donne des challenges, qu'on les apprenne et tout. Et c'est pas la culpabilité des jeunes. C'est la culpabilité de la système d'éducation qu'il faut
qu'il faut quand même, il faut la changer. Ça, moi, je viens de tourner un film. Oui, mais c'est comme ça, parce que moi, je sentais comme une studente qu'il n'y a pas de complexité. C'est ou noir ou blanc. Ouais, c'est comme ça, tu vois. Tu dois être à gauche ou tu dois être à droite. Tu dois faire comme ça, tu dois faire comme ça. Ouais, c'est comme ça. Tu sais que et tu dois pas y aller. Tu peux pas y aller à Auschwitz et parler de quelque chose d'humanité. Tu dois parler de politique. Tu dois parler d'armée. Ouais. Mais tu sais que ça va dans les deux sens. Parce que là, je viens de tourner un film qui a été fondé par Keren Shomron. De Shomron, c'est tous des religieux et tout. Et c'est un film qui parle de la religion, blabla. Et jeudi, il y avait j'étais là-bas, il y avait quand même une, akrana. Projection du film et tout. Le film était. Et on m'a interviewé. Alors, le journaliste, il me dit, alors, dis-moi, qu'est-ce que ça te fait de venir visiter le Shomron et tout? Parce que pour lui, peut-être, dans sa tête, moi, comme quelqu'un qui vit à Tel Aviv, je sais pas, qui est marié avec une musulmane, blablabla, moi, je visite pas Shomron. Et moi, je vais lui dire, écoute, depuis l'âge de 20 ans, je connais tout. C'était où ta projection? C'était à Padouel. C'est quoi? C'est un itnachalout dans le Shomron. Comment tu dis itnachalout en français? Implantation. Oui. Et de l'autre côté, quand c'était à Lod, il y avait une femme, parce que ça touche à un caractère qui devient religieux. Alors on m'a dit, dis-moi, tu as fait, pour mieux intégrer dans le caractère, est-ce que tu as fait des interviews avec des rabbins? Qu'est-ce que ça t'a fait de toucher la religion? Moi, je lui dis, regarde, je lui dis, écoute, je suis 9e génération né en Israël. Mon père, l'arrière-grand-père de mon père, il s'appelle Rabbi Ptachia Alevi, qui est enterré à Har HaZeitim. Non, Mont-Olive. Mont des Oliviers. Et lui, il a écrit 11 générations de rabbins. J'ai fait 1 an d'études dans une école religieuse. Je viens d'une famille massoratite. Mais c'est ça que je dis, que même les gens, c'est plus facile pour eux de te mettre dans une cadre et c'est tout. Mais tu vois, moi ça fait que 3 ans que je suis là, donc je continue de découvrir au quotidien Israël, la manière dont les Israéliens de souche accueillent les immigrés juifs de tous les pays. Et j'habite à Florentine, donc dans un quartier très bobo de Tel Aviv où tout le monde est tatoué, a les cheveux rouges, des mèches bleues, un piercing dans le nez. Et je vis comme ça, j'ai mon tapis de yoga sur l'épaule, je vais faire mon cours de yoga. Et là, je vois effectivement ces personnes autour de moi avec leur look et leur manière de penser. Et je me dis, en fait, j'ai la sensation, et j'ai vécu en Amérique du Nord également, j'ai la sensation, en tout cas dans ce quartier, que ces Israéliens veulent vivre comme des Californiens. Mais en fait, ils n'ont pas le luxe de pouvoir vivre comme des Californiens. Ils ne peuvent pas, il y a un autre contexte et une autre réalité. Florentine, c'est très spécial, hein, c'est quand même complètement, un endroit spécial, je suis d'accord avec toi. En revanche, ça fait partie de cette société israélienne qui, et c'est normal, a envie de vivre à la californienne, de boire du thé matcha et des jus verts toute la journée et de manger bio. Franchement, mais ils peuvent pas. Franchement, les pauvres, pourquoi une chose pareille, du thé matcha et du yoga? T'as compris ce que je veux dire? Je trouve que le peuple juif n'a pas eu assez de malheur pour avoir en plus le thé matcha. Si vous allez à Ils n'ont pas ce luxe, en fait. En Israël, on n'a pas ce luxe, il y a une autre réalité. Mais si vous allez à Kikar, je conçois qu'ils aient envie de vivre comme ça, détendu, en hugs l'été, n'importe comment, avec le tapis de yoga et la planche de surf. C'est ça qui a changé le 7 octobre. Je pense que même des gens qui sont avec leur tapis de yoga et leurs cheveux bleus. À Tzfon Tel Aviv, c'est différent. Tu vas avoir des jeunes qui veulent vivre comme en France. Je me suis fait cette réflexion sur mon tapis de yoga. Et tu sais qu'ils n'ont pas ce luxe ici. Ça me rappelle que dans une émission, Maudit, tu connais Maudit, le comédien Maudit, avait dit c'est quoi Tel Aviv? C'est comme si New York avait fait un bébé avec Miami. C'est ça. J'ai trouvé ça c'est très américain tout ça quand même. C'est ça. Alors, regarde, c'est pas la vraie Tel Aviv, je pense. C'est pas la vraie. Regardez, on va faire une légère petite pause parce qu'on a quand même ici des gens qui nous ont sponsorisé cette émission et évidemment c'est important. On
on fait des émissions avec des sponsors. C'est grâce aux sponsors, notamment évidemment Olivier avec Premium qui est là, mais il y a aussi Cyrus et Erez. Cyrus et Erez, et Laurent Pérez est ici. Tiens, ça rime. Laurent Pérez, il est là. Il a une chaise. Il est là. On va dire un petit mot quand même. Voilà. Alors non, on va écouter parce que ça va être intéressant. Ouvert d'esprit. Hein. On accueille les concurrents à notre table. Hein. Laurent Pérez. Et les principaux concurrents. Laurent, c'est Erez. Laurent Pérez, c'est Erez. Il n'y en a qu'un seul à la fin du Laurent, merci d'être ici. Merci d'avoir patienté un peu. Merci beaucoup à Olivier déjà de nous accueillir, et on ne parle pas de concurrents en fait. Non. Il n'y a jamais eu de concurrence en fait. Donc il y a Cyrus et Erez qui sont associés. Exactement. Voilà, deux sociétés. En fin d'année 23, les deux maisons ont fusionné pour faire un grand acteur aux côtés d'Olivier de la gestion de patrimoine en France. Et moi, j'ai eu la chance il y a 8-9 ans, alors j'ai écouté tout ce qui a été dit à table, c'est absolument passionnant. Moi, je suis monté en Israël il y a 8-9 ans pour monter la filiale Erez à Tel Aviv, donc à 5 minutes d'ici. Et donc on y fait, c'est quoi? Gestion de patrimoine, On fait du conseil, on fait de la gestion de patrimoine, on essaye le plus possible de rendre accessible aux francophones voulant s'installer en Israël, de gérer leur patrimoine en shekel. Moi, j'aime bien définir la façon de faire mon métier comme étant un généraliste du patrimoine, un médecin généraliste. On prend la situation d'une famille et on essaye le plus possible de les ancrer dans l'économie locale en créant du shekel avec leur shekel. Et non pas toute la journée de regarder la parité euro-dollar-shekel et de se dire c'est le moment de changer mes euros en shekel pour vivre. Donc voilà, c'est tout le mandat. Pardon, mais Stéphane, c'est important de noter d'abord qu'on se connaît depuis très longtemps. Et je voudrais annoncer aux deux dirigeants de Cyrus et Erez, qui sont donc Meyer Azoghi et Patrick Ganancia, qui sont des copains, que j'ai trouvé un accord et que Laurent va venir travailler chez Groupe Premium désormais, et qu'ils n'ont plus de bureau à Tel Aviv. C'est un scoop, merci. Alors Premium, quelques mots sur Premium. Alors Groupe Premium, c'est... Premium, quelques mots. C'est un groupe que j'ai cofondé il y a 27 ans, qui est un groupe qui a évolué sur les valeurs et les valeurs que je défends depuis toujours, d'ailleurs dans mon métier également. Des valeurs d'abord de mixité. Il y a 50% de femmes au sein de Groupe Premium et j'en suis extrêmement fier, alors que c'est un métier où il y a en général 90% d'hommes. J'ai monté ce groupe et à l'époque ça me choquait beaucoup. Moi je venais, comme j'ai dit tout à l'heure, de banlieue et je comprenais pas pourquoi la gestion de patrimoine, je suis arrivé dans ce métier un peu par hasard, et je comprenais pas pourquoi ce métier était réservé souvent aux noms à particules, et c'était monoprofil, il y avait que des blancs, que des... Mais je me dis mais c'est bizarre, ça ne ressemble pas à la France de l'époque déjà. Et je me suis dit bon bah je vois pas pourquoi serait réservé ce métier à cette catégorie uniquement cette catégorie de population, et donc on a ouvert et on a recruté beaucoup aussi dans les quartiers plus populaires. Des gens très diplômés, qui n'avaient pas forcément de bons réseaux, qui n'avaient pas de réseau du tout. On parle de LinkedIn, ben moi c'était LinkedOut à l'époque. Donc ils n'avaient aucun réseau, ils n'avaient pas le bon nom de famille, des au bon endroit, et puis on a ouvert. Et on a créé un groupe sur ces valeurs-là, ce qui a été objectivement un succès, et on a pratiqué l'ascenseur social, la méritocratie, et on a conclu ça ces dernières années par... moi je suis un fervent défenseur du partage de la valeur de l'entreprise. Donc, pour moi, la réussite d'un groupe, c'est pas la réussite de 2, 3 ou 5 ou même 8 personnes, c'est la réussite de tout le monde. Et je crois qu'il faut la vraie richesse financière, c'est pas un salaire, c'est le capital, on le sait. Et à un moment, partager la valeur du groupe, c'est tellement enrichissant intellectuellement de voir des personnes qui changent totalement de milieu social, qui évoluent socialement, plutôt que d'avoir le yacht, de faire le concours du yacht le plus long du monde ou le machin, ce qui n'a pas un grand intérêt. Et donc voilà, on a construit ce groupe sur ces valeurs-là. Et c'est devenu un groupe numéro 1, leader ici en France, en tout cas en France. Et Laurent, presque leader en Israël. Mais il y a une question que je vous pose quand même. On me parle beaucoup des Juifs de France. On a parlé tout à l'heure d'antisémitisme, Laurent, d'antisémitisme, de peur, etc. Mais il y a aussi
Les Juifs de France, paraît-il, selon mes amis agents immobiliers, commencent à acheter des appartements ici. Vraiment, c'est-à-dire qu'ils achètent des appartements, ils viennent ou ils viennent pas, mais ils achètent des appartements. Tu confirmes? Oui. Bon, il y a quoi? Il y a un phénomène? Le Juif du monde a toujours voulu avoir son fameux pied-à-terre en Israël, ça n'a pas changé. Il y a une très forte accélération, hélas, après le 7 octobre, parce que par tout ce qui a été dit à table, n'est-ce pas? Enfin, on a senti qu'il y avait probablement un risque pour le Juif de l'extérieur d'être à l'extérieur. Donc il y a depuis quelques trimestres un essor qui est assez violent et vraiment profond de cette volonté de répartir un peu plus son épargne, de venir en Israël, de regarder le marché immobilier. Et c'est vrai que l'on a eu un écroulement de ce marché, évidemment du mois d'octobre jusqu'à la fin de l'année. Et là, on a retrouvé un volume d'affaires absolument incroyable, et avec des vraies transactions, des choses qui se réalisent. Pas que des francophones, d'Américains évidemment à Jérusalem, des Canadiens, des Italiens. Et c'est véritablement en fait ce côté d'Israël que vous définissiez tout à l'heure, qui est très résilient. On employait ce mot il n'y a pas très longtemps entre nous. Voilà, il y a une résilience économique. Lorsqu'on regarde les chiffres avant et après le 7 octobre, bien sûr qu'il y a des chiffres un peu différents, mais il n'y a pas un écroulement. Après le 7 octobre, on nous avait promis des faillites, on nous avait promis la fuite d'argent, on avait promis tout un tas de catastrophes. Et lorsqu'on regarde les livres aujourd'hui, le modèle est résilient parce qu'on a la chance d'être petit. Et on n'a pas la possibilité de laisser écrouler tout un système. Donc les choses, en fait, continuent à fonctionner, continuent à marcher. Et j'ai beaucoup aimé ce que disait tout à l'heure madame qui est debout. En fait, Elisabeth. Oui. Pardonnez-moi. Elisabeth. Laurent. En fait, vous disiez qu'il y a un niveau général qui a baissé. C'est une évidence. Enfin, on le voit dans toutes les économies. En France, on vient de France, même en Israël, hélas. En fait, c'est ce trou, en fait, cette espèce de vide. En fait, c'est l'appel du vide. C'est la place, en fait, à tout un tas de bêtises et d'idioties, les réseaux, les smartphones et tout et compagnie. Et en fait, on a laissé un Pandore pour finalement toutes ces conneries-là que les jeunes écoutent. Et même à l'armée, on a des enfants à l'armée, on a des gendres à l'armée, et on nous dit, mais même pendant des gardes, des choses qui sont sensibles, tu vois des gamins qui, évidemment, ils ont leur concentration, mais qui sont encore liés à ce qui se passe sur leur smartphone et compagnie. C'est très très grave. Donc, dès qu'il y a un vide, il y a un appel d'air et c'est rempli par tout et n'importe quoi. Je ne sais pas pourquoi en fait, je parle de ça, parce qu'en fait, en tout cas, pas de la question. Le vide et le plein, c'est la cabale et c'est très intéressant. Yo. C'est vrai. C'est vrai. Alors ça, c'est un autre débat que je pourrais aussi ça. animer. Mais c'est exactement Ce ça. que je pourrais animer, c'est très intéressant. Il y a aussi l'effet solidarité des francophones. Si on parle que des francophones en Israël, solidarité immense depuis le 7 octobre. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. Mais nous, on a organisé en fait avec beaucoup de francophones, et je suis sûr qu'Olivier l'a fait aussi. En fait, il y avait des clients qui sont organisés par métier, par les dentistes, les docteurs. Ils y venaient en fait faire du volontariat. Donc, on a organisé en fait des missions de volontariat pendant 3, 4, 5 jours en fait dans des trucs agricoles. Moi-même, en fait, j'ai cueilli du concombre pendant certaines journées et j'ai mis 2 semaines pour m'en remettre tellement c'était compliqué, c'était un effort. Non mais c'était fou, les barbecues, les machins. Mais voilà. il y a quelque chose. Est-ce que je peux le dire, Olivier, ce que tu as fait ici dans cette maison? Je peux le dire? Oui, bien sûr. Olivier, écoute, ce qu'il a fait, Olivier, c'est incroyable. C'est peut-être pas le seul à l'avoir fait, mais en tout cas, ce qu'il a fait, c'est fou. Il a prêté cette maison à des déplacés du Sud. Et ils ont vécu 3-4 mois ici. Bravo. 3-4 mois. 7 octobre. Le jour du 7 octobre, en fait, je me suis dit, non mais attends, on peut pas rester... Et je savais pas quoi faire. Et je me suis dit, mais attends, j'ai une maison. Et j'ai appelé immédiatement celui qui gère la maison, qui est un gars extraordinaire, à la société Oligas, que tu connais certainement. Et je lui ai dit, écoute, moi la maison, j'ai pas envie de la louer pendant cette période, j'ai envie de la prêter. Donc il faut que tu trouves... et il dit, tu sais, trouver quelqu'un, ça va pas être compliqué pour aller dans ta maison. Et donc j'ai dit, c'est fait. Et donc il y avait des gens que je n'ai jamais rencontrés, mais qui m'ont envoyé des mots, mais je n'ai jamais rencontrés, et qui ont vécu ici. Et je t'avoue que je n'ai pas cherché à les faire partir, mais enfin, à un moment, j'ai dit, il faut laisser la place à d'autres. Et ils sont bien habitués. Et d'ailleurs, et c'était drôle parce qu'un jour... Je peux aussi, je suis pas de dessous, mais je veux aussi... si ça marche. Mais moi, et alors, il y a eu un truc assez drôle, c'est qu'à un moment, il y a un des gestionnaires de la maison, enfin un qui s'occupe de la maison, qui est passé devant et la porte était ouverte. Et il m'a appelé en catastrophe. Et il me dit, machin, il faut que je
rentre chez vous, mais il faut que je vous fasse un FaceTime parce que c'est une catastrophe, il y a trop de monde chez vous. Et j'ai dit non, je veux rien voir du tout et laissez-les tranquilles, il n'y a aucun problème. Et j'ai dit mais c'est pas grave, on fera un ménage après, c'est pas un souci et juste au moins qu'ils puissent profiter de ça. Bravo, en tout cas, merci. Laurent, un dernier mot? Un dernier mot, je voudrais vraiment tout d'abord remercier le Balabaït de nous avoir reçus. Notre hôte. Je confirme et je témoigne en tout cas de la réussite très humble et très forte en fait d'Olivier, du groupe Premium. Enfin, on ne se rend pas compte quand on est en Israël ce que ça représente. Je viens de ce milieu-là, donc on connaît très bien, c'est quelque chose de très fort. Je représente aujourd'hui évidemment mes associés Meyer et Patrick, puisqu'on a été ensemble pour subventionner cette magnifique soirée. Donc je suis très fier de venir et d'encourager toute l'émission finalement pour retrouver ce que l'on voit autour de cette table, une ardoute, vraiment une harmonie entre nous, une unité. Et je crois que voilà, aujourd'hui Israël est probablement la clé du Moyen-Orient. Je ne pense pas qu'il y ait un double. Je pense qu'on n'a qu'une seule mission, c'est de rester unis, de rester vers la même direction. Et ça va réussir parce que le pays est remarquable. Donc merci Stéphane aussi à toi. Et je dois vous quitter parce que ma femme va me zigouiller si je ne rentre pas. Merci Laurent. Merci Laurent Pérez. Moi, je propose une petite pause clope. Petite pause clope, mais je ne fume pas. Mais allez-y. Cette émission vous est proposée par Groupe Premium, la référence de votre patrimoine en France. Le dîner vous est proposé par la maison Erez Cyrus, votre gestionnaire de patrimoine en Israël. Take me to a place where happiness is in the air. Comacom Immobilier, votre agence immobilière leader en Israël, vous propose ses nombreux services à travers tout le pays grâce à la disponibilité et au professionnalisme de ses agents et employés. Notre équipe est à votre service pour vente d'appartements et maisons, location longue durée, location saisonnière, assurance pour loyer impayé, gestion locative, projet neuf. Et bien évidemment, dans tout Eretz Israël. Vous êtes intéressé? Contactez-nous. On va... Charlie Fadida, toujours en cuisine, toujours sympathique. What do we eat now? Filet of beef. Filet de bœuf. Green vegetables. Ouais. And polenta with truffles. Wow. Polenta aux truffes. Oh. Bravo, Kolakavod, super. Bon appétit. Bon, on a beaucoup... je trouve que la conversation était bonne, chargée, lourde. J'ai envie d'alléger un peu. Est-ce qu'on a le droit? Tsari. Je veux l'autorisation de Tsari. C'est Tsari qui décide. Est-ce que j'ai le droit un tout petit peu? Je suis devenu le gars... Non. L'arbitre des élégants. J'avais envie, comme dans tous les dîners, quelquefois, on fait une sorte de petits jeux. Des petits jeux qui vont nous aider à nous connaître un peu mieux, je pense. Donc le premier jeu, entre guillemets... Hein? Emet-Ochova, c'est quoi? Action ou vérité? Voilà. Non, I have better than this. J'adore ce jeu qu'on fait sur tous les dîners. Tous les dîners, on fait ce jeu et je trouve que c'est pas mal parce que c'est révélateur aussi de choses. Il faut savoir être acteur déjà. Oula. Ceux qui ne sont pas acteurs, ça va être compliqué. Eux, ils sont en avant. Mais il y a de la concurrence déloyale. Oui, c'est de la concurrence déloyale. Ah ouais, là, il faut être un bon acteur. En gros, l'idée, elle est très simple. Vous allez nous raconter 3 histoires, mais en 10-15 secondes. 10-15 secondes, 3 histoires. 2 sont vraies, 1 est fausse. Très court les histoires, on va pas passer. D'accord? On est d'accord? C'est long, hein? C'est non, si c'est rapide, en 10 secondes, tu peux dire, exemple, j'ai été champion du monde de ski nautique. D'accord. Si. Là, c'est faux, là. Ouais, c'est vrai. C'était, je me rappelle, à Tel Aviv. La compétition avait lieu à Tel Aviv. Voilà, je sais. Non, mais je sais que je suis très mauvais. Bon, vous avez compris, c'est assez court comme ça. D'accord. Alors, je vous laisse quand même entamer votre dîner. Et ça vous laisse le temps de réfléchir, n'est-ce pas? Oh, purée. Il faut réfléchir.
D'accord. Et puis après, il y aura quelque chose d'autre. Bon app. Voilà. Bravo, Charlie. Wow, amazing. T'as vu. Mealtime. Alors j'en profite pour remercier les vins aussi. Claude Serreur. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce Claude Serreur? Pas bon. On aime Claude Serreur. Je veux bien le goûter. C'est un ami. Vous savez qu'il est servi maintenant dans les business d'Elal. Ah ouais. Dans les business d'Elal. Et le rosé de Claude Serreur, il est magnifique aussi. Et moi, tout le monde m'en parlait, mais j'avais jamais goûté. Et franchement, je le trouve. Alors tu sais quoi? Elle est pour toi celle-là. Je te la laisse ici, d'accord? Celle-là, on va te la mettre de côté, voilà. Je comptais t'en rendre aucune de toute façon. Et Michourot, c'est l'Ishtot, il y a une Adom. Et puis il y a aussi évidemment Raziel du domaine de Castel, c'est ça, du domaine de Castel. On a bu du blanc de Castel qui est superbe. Et ce champagne, c'est un des rares à faire. Le Raziel fait du champagne. Enfin du champagne, des bulles on va dire. Et Raziel fait des bonnes bulles. Et franchement, je conseille. On a 2 bons vins ce soir. 2 producteurs de vins. Mais ce qu'on est en train de manger. Mais... Ouais. Très bon. Alors, qui veut se lancer sur les histoires? Céline, je te sens. C'est dur, hein. C'est un exercice difficile. Olivier, t'as quelque chose en tête ou pas? J'ai du mal à mentir. Non. Ça, j'arrive Tu pas vas à y voir. croire. Ben, tu vas voir. Allez, essaye. Quelqu'un, Tu vas voir. qu'on puisse ne pas mentir, qu'on puisse pas arriver à mentir, ça c'est compliqué à croire. Essaye. Ok. Voilà. Première histoire, c'est que je suis un cousin éloigné de Chirel. Un cousin éloigné de Chirel. De Chirel, qui est à côté de moi. Impossible. Ok. Allez, vas-y, C'est, continue. assez invraisemblable, mais c'est voilà, c'est vrai. Mais, en fait, c'est nous qui devons dire si c'est vrai ou pas. Non. C'est pas ça que je veux. Non, mais moi, je peux être convaincu de ce que je dis aussi. Non, il essaie de nous convaincre. Ok. Ah. Deuxième. La deuxième Pas histoire. trop. La deuxième histoire, c'est que quand j'étais jeune, j'avais un haut niveau en foot. Et j'ai été sélectionné à l'époque à Clairefontaine. Et j'ai côtoyé pendant quelques mois. Lui arrivait quand moi je partais. Malheureusement, je n'ai pas eu la même carrière que lui. Mais j'ai beaucoup joué avec Vicente Lizarazu. Donc je rappelle qu'il y a 2 vraies et une fausse, d'accord? Oui, oui. Bon, celle-là, moi, j'y crois pas trop, mais enfin, vas-y, continue la troisième. T'as pas le droit de vous influencer. Non, mais chacun peut influencer. On a le droit de s'influencer, Anthony. La troisième, histoire assez banale, mais j'ai vendu pendant 1 an, j'ai vécu aux États-Unis et je vendais de la bière française, mais extrêmement chère, qui s'appelle la Jeanlin, que certains connaissent peut-être, aux États-Unis. Et c'est très compliqué de vendre de la bière très chère aux États-Unis quand on est français. Et je l'ai fait pendant 1 an. Ok. À mon avis, Ok. c'est compliqué de vendre la bière chère partout. Mais C'est c'est la Zidane qui est bidouille. Moi, je suis pour Il la... n'a pas joué avec Zidane. Donc, on doit chercher la fausse. On doit chercher la fausse. C'est la 2. Eh ben, c'est la Toi, 2, c'est la Zidane. 2, c'est Zidane. Non, Lizarazu. Lizarazu, pas Zidane. Ok, la 2 est mauvaise. La 2 est pas bonne. La 2 est pas bonne. C'est un Oui, piège. les deux. C'est le cousin de Chirel. Moi, je le sais. Toi, t'as entendu. T'as entendu. Non, non, je le sais. Toi, tu me crois quand même. Tu crois à mes 3 histoires. Moi, je te crois sur tout. Whatever, whatever. Tout ce que tu me dis, je vais le croire. Amen. C'est vrai? T'as pas un choix. Donc moi, je pense que je connais pas une bière française. Je connais juste la bière belge. Je connais pas la bière belge. La Et Jeanlin, Goldstar, tu connais la Goldstar? Jeanlin est une Goldstar, bière de mais c'est Valenciennes. israélienne. Donc c'est à la frontière avec la Belgique. C'est presque comme une bière belge. Donc, tu connais bien la Jeanlin. Ah, je connais bien la Jeanlin. Bon, allez, on a voté. On est sûr que la 2 est fausse. Et La 2 était fausse. donc, on apprend que t'es cousin avec Chirel. Voilà. Voilà. Tu On vois? vient de l'apprendre ce soir. Hein. Ah, en plus. Ouais. Et on en apprend des choses dans les dîners. On apprend des choses dans les dîners. Tu te Bien rappelles? sûr. Qui se lance sur le troisième, les 3 histoires? Céline. Alors, la première, c'est que quand j'étais petite, la première rédaction que j'ai eu à faire à l'école, quand j'étais en CM1, c'était une rédaction sur mon animal favori et j'ai fait une rédaction sur le pou. Le pou. Comment on dit le pou en hébreu? Le fou Oui, le pou. Kina.
Voilà. Pourquoi, si vous voulez avoir un pouls domestique? C'est ça, on m'a demandé mon animal préféré, j'ai écrit sur le pouls. La deuxième, c'est que parce que j'ai soutenu Israël, j'ai été placée 6 mois sous protection policière avec des policiers qui m'accompagnaient tout le temps partout. Et la dernière, c'est que le deuxième livre que j'ai écrit a été sélectionné pour participer à un prix politique que malheureusement je n'ai pas remporté, mais ça c'est parce que le jury était nul. Ok, pas mal. Voilà. Protection policière en ce moment, on peut y croire. La troisième, c'est vrai, je pense. C'est la une qui est pas... C'est du tout la fausse. Qui vote pour le coup? Moi, je pense que c'est la troisième qui est fausse. Ouais, moi aussi. Oui, peut-être la Ah, troisième. peut-être, ouais. Bon, alors on dit la troisième est fausse. Non, toi, t'as dit le premier, t'as perdu. Non, mais je veux dire, perdu. l'ensemble. Ah, La majorité a dit la troisième est fausse. Bon. Eh bien, la majorité a raison. Ah, voilà. Et j'ai tort. D'accord. Alors Bravo, moi, bien joué. je fais j'essaye. Vas-y. Alors, la première, c'est que mon arrière grand-père était un pirate très connu. Un pirate juif. Peut-être. La deuxième... Ah mince, j'ai oublié déjà. Attends. Eh ben la fausse, c'est la deuxième. Non, pas du tout. Non, La deuxième... c'est la vraie qu'on oublie. Attends, la deuxième... Oui, voilà, c'est ça. La deuxième... Quelle comédienne. La deuxième, c'est que mon arrière-grand-père, c'était le grand rabbin de Malte. La troisième, c'est que je n'ai jamais mangé de viande de ma vie. Alors la troisième est vraie, à mon avis. La première est fausse. Regarde dans ton assiette. La première est fausse. Attention, on doit voter, on vote. La troisième est vraie, je dirais. Moi, je dirais la première. La deuxième est fausse. Je pense que La t'as un première. arrière-grand-père pirate, ça te ressemble. Et le premier, c'est quoi ton arrière-grand-père? Non, mon premier, c'est l'arrière-grand-père pirate. Le deuxième, c'est l'arrière-grand-père rabbin de Malte. Et le troisième, c'est que j'ai jamais mangé de viande. Moi, je pense Alors pas que moi, ça je se- vote pour Malte pour la cause. Mais non, je pense Moi, que la ça, 3, ça peut elle pas a dit être j'ai vrai. jamais mangé de L'histoire des viande. pirates, parce que sinon, elle ne le Petite, saurait à mon pas. avis. Je vois pas comment elle pourrait Moi, le je dirais savoir. c'est j'ai jamais mangé Bon, il faut de qu'on viande. décide parce que... Elle en mange plus maintenant, mais elle en Tu a votes quoi? mangé. Moi, je dis la 2. Attends, Moi, je dis Jean-Baptiste. la 1. Eh, je suis une bonne actrice ou quoi? La première. Laquelle est fausse? Laquelle est fausse? Les deux premières La sont première les mêmes, est et en fausse. plus, c'est le même. C'était un pirate rabbin. Tout le monde est d'accord? Première? Ceci dit, ça tient debout qu'elle n'ait pas jamais mangé de viande. Elle a dû manger de la viande et arrêter. C'est ça, moi je pense. C'est plutôt possible que là-dessus. ce soit ça, en fait. C'est sur le dépend terme si t'as des jamais. parents qui mangent Eh oui, le même c'est ça. viande. Tu nous as fait un truc difficile là quand même, là, parce qu'on a du mal. Hein. C'est mon 7e dîner. Ah oui, c'est vrai. J'ai eu le temps de réfléchir. Non, stop. Alors, la fausse, c'est la viande. J'ai mangé une fois. Hein. Ah, seulement une fois? Là, ici, au restaurant qui est sur Chabazi, une fois, j'avais l'impression que la police allait venir me chercher. Macom chez le bassin. Une fois, un tout petit bout, et j'ai cru que je me suis dit, mon Dieu, qu'est-ce que je suis en train de faire? C'est Mais vrai? sinon, mon arrière-grand-père était Pirate? Captain Morgan, Henry Morgan, Incroyable. et aussi le grand rabbin de Malte, et voilà. Ah, tu vois. Tu vois comment à travers un jeu, on peut apprendre des choses sur, Ouais, sur c'est nous, intéressant. finalement. Qui veut se lancer? Je ne raconte pas des Toi, histoires. t'as pas d'histoire à Je ne raconter. le ferai pas. Ça n'est pas C'est une menteuse. simple, je ne le ferai pas. Alors, Jennifer. Voilà. La Claire. première, c'est que mon job d'été, j'ai grandi à Cannes, mon job d'été, c'était d'être maître nageur sur les plages de la Croisette. Bah, ça te va très bien. Si c'est pas vrai, c'est bien trouvé. Ma deuxième histoire, c'est que, toujours à Cannes, je me suis retrouvée, j'étais dans la cérémonie de clôture avec la projection de Sous le soleil de Satan avec Gérard Depardieu et Sandrine Bonner à l'époque. Et je me suis retrouvée à parcourir une partie de la Croisette avec eux parce que quand tout le monde s'est levé, comme on était avec les techniciens avec de très bonnes places, parce que mes parents étaient commerçants à Cannes, je me suis retrouvée dans la foule avec eux et du coup C'est pas né quand c'est sorti. C'est pas possible. Et la dernière, c'est je vivais à Paris dans le 16e et en promenant mes chiens, je suis tombée sur Lenny Kravitz qui était déjà, quand j'étais ado,
sur les posters de ma chambre. Et j'ai pu discuter avec lui, lui faire la bise et passer une... Ça, c'est sûr. En fait, c'est comme la maison d'Olivier. fabuleuse. Non, ça, c'est sûr que c'est vrai, ça. C'est comme la maison d'Olivier, t'es tombé sur l'aîné Kravis. C'est le 1 qui est faux. Voilà. Comme Olivier est tombé sur sa maison. C'est le 1 qui est faux. C'est le 1 qui est faux. Certain. Le 1 qui est faux, rappelle-moi, c'est... Le maître nageur. Maître Ah nageur non, moi, je sauveteur, te vois très bien, c'est un diplôme, maître nageur sauveteur. Tu peux pas faire ça en job d'été, impossible. Moi, je dis que c'est le 2 qui est faux. Sahri, tu dis quoi? Je te crois. Tout est bon. Demander à des acteurs, on vit là, à tricher tout le temps. Là, En fait, c'est pour dire la vérité que c'est compliqué. Bon, alors on va choisir. On a dit tous le 1. Apparemment, le 1, c'est faux. Le 1 est faux. Le deuxième. C'est vrai? Le deuxième est faux? Non, moi je crois que c'est Bonner et Depardieu qui sont faux. Ouais. Alors? Allez, Tim Olivier, Alors leader. Non, c'est la 2 qui est fausse. Ah, Vraiment, et tu pourras Parce que- demander à notre entourage commun Ah bah oui, à c'est quel vrai. point j'étais le matelot, le maître nageur, Ah bah tu vois, j'avais le raison, sauveteur. je l'ai dit. Bravo. Bravo, c'est toi qui avais Moi raison. aussi, hein. Oui, c'est perspicace. J'ai compris, pas tout, mais... C'est Non, quand mais- tu commences à donner plein de détails Tu l'as en que tête ça commence à Mais être... c'était presque Allez, vrai tout de même. Jean-Sébastien. Moi, j'ai été arrêté par le FSB en Russie. J'ai été arrêté en Iran par la police parce que j'étais rentré par mégarde chez le président. Et j'ai été arrêté par un hélicoptère pendant le Covid parce que je ne respectais pas les règles. Bon, bah ça, c'est pas compliqué. Tu t'es arrêté en hélicoptère? Oui, un hélicoptère qui Alors, tu as été passait. arrêté par en hélicoptère, hélicoptère. ça c'est vrai. Je pense que tu as été arrêté par le FSB. Je pense pas que tu aies pu rentrer chez le président iranien. Ça c'est faux. Donc la première, Mais comment tu veux te J'ai faire été arrêté par le FSB en Russie. Par un hélicoptère, tu peux pas te faire arrêter par un J'ai été hélicoptère. arrêté en Iran parce Ils surveillaient les que médias. malencontreusement j'étais rentré, pas dans la maison. Non, c'était pas ici, c'était il y a déjà quelques années. Ah, ça c'est vrai. Alors tu vois, il commence à... Là, c'est vrai. bah non, mais Raïssi, il est Mais en c'était poste aussi il y a depuis quelques années en 25 ans, Russie. on va les mener. Et quoi d'autre? Et le Non, non. troisième? J'ai été arrêté pendant le Covid par un hélicoptère qui m'a repéré parce que je ne respectais pas. Non, c'est la une, la fausse. Non, mais les mecs, alors vraiment, s'ils t'arrêtent en hélico pour une histoire à J'ai jamais entendu 67 ça. balles, franchement, ils ont de l'argent à Non, perdre. mais c'est quand même énorme. Eh ça, ben, moi raconte je là, dis que pourquoi ça l'inventer? c'est vrai. Moi, je pense pas. Donc, ouais, non, je dis que c'est vrai qu'il a été repéré par un hélicoptère. Moi, ça me paraît très Moi, c'est- bizarre de rentrer chez le président iranien. Moi, comme c'est ça. Moi Moi, je suis c'est ça, d'accord. c'est le président iranien. Ouais. Allez, Moi, je pense que c'est ça. on est Dans d'accord, la c'est... maison. Le 2 est Non, faux. c'est la 2 qui est fausse. La 2 est fausse. La 2 est fausse. Non, c'est l'hélicoptère. Il m'a repéré, mais j'ai sauté dans la vase parce que c'était au bord de la mer, donc il m'a pas arrêté. Ah, Les donc deux c'était autres vrai. sont vrais. En fait, donc Incroyable. t'as Sérieux parlé de 3 vrais. Sauf Non, que t'as pas été parce arrêté. que j'ai pas été arrêté par l'hélicoptère. Pas mal. J'étais arrêté parce qu'on est allé filmer la Bon, maison bah, de raconte-nous Poutine. les deux autres. Parce qu'en fait, que tu aies été arrêté par un hélicoptère pendant le Covid, c'est palpitant, mais par contre, ce qui est marrant, c'est comment tu as été arrêté, comment tu es entré dans la maison du président iranien. Parce qu'on avait un avion à prendre et que je suis toujours en retard et que Ah bon j'ai un très bon sens de l'orientation. Il fallait qu'on rentre chez des amis à Téhéran et j'ai dit bah tiens passons par là. Et c'est vrai qu'il y avait plein de militaires. Puis à un moment on s'est retrouvé dans une rue. En fait c'était devant la maison du président et donc ils nous ont retenus pendant extrêmement longtemps parce que on ne comprenait pas pourquoi T'as on raté était là, l'avion pour comment on pouvait par mégarde arriver. T'as là. raté l'avion? J'ai raté l'avion. Est-ce qu'on demande aux professionnels maintenant? Nos deux professionnels. Ah bah oui, c'est Ça ça le plus intéressant. On a plein d'histoires, hein, on a quand même plein d'histoires. Allez, Sahri, tu commences. Bon, la première histoire, je suis aussi relié à Chirel d'une façon à d'autre, familiale. La deuxième, une fois... Quelle merveilleuse famille. N'est-ce pas? J'ai de la chance. Hein. Ouais. Une fois, j'ai été arrêté comme suspect d'un vol d'une banque. Un vol de Une banque. Suspect. Oui. Et j'étais interrogé pendant 1h30. Et la troisième, j'ai joué dans Fauda. Ouais, c'est ça. C'est ça. Et la troisième, qu'est-ce qu'on va dire Ça va. Quand j'ai voyagé à Venezuela après l'armée, il y a plein de musulmans là-bas et j'étais invité à prier dans une mosquée. Et je suis allé prier dans une mosquée. Ça me semble pas très clair ton histoire de musulman au Venezuela, là, je te le dis. C'est pas hyper convaincant. Tu veux dire que c'est un mauvais acteur? Non, c'est vrai. Il dit que- Ça, c'est vrai? La troisième, je pense que... Non, c'est la 1 qui est fausse.
Laquelle? Que tu as été Chirel. arrêté. Ah non, ça moi, sentait la vérité par contre. C'est une famille et le deuxième. Moi, je pense que la première est vraie. Moi, je pense que Ouais, c'est c'est la. vrai, c'est Moi, je vrai. pense qu'il n'est pas du tout lié familialement avec Chirel. Sinon, je le saurais. Ah parce que non, c'est non, ma la... cousine. non, la première. Moi, je Non, pense mais attends, que celle qui est vraie, Elisabeth. c'est celle où tu as été arrêté. Non, Elisabeth, il y a deux ouais. vraies. Il y a Ah, une oui, fausse. Il y a une fausse. Donc, eh ben, c'est Chirel la fausse. Bah oui. Non, C'est Chirel la fausse. deuxième. C'est la Bon, alors deuxième. vas-y, on se lance tous sur Chirel la fausse. Chirel la fausse? Ouais. Non. C'est le suspect de. Quoi, tous les deux? de la banque. La suspect, ouais. Non, ça c'est vrai. Non, mais C'est ça- vrai. Ah, c'est le Venezuela. Mais il y a des musulmans au Venezuela, je vous l'ai dit. Non, Venezuela, il y a plein de musulmans. C'est vrai. J'étais invité à prier dans une Mais tu es mosquée pas allé. là-bas, mais je suis pas allé. Ah, c'est ça qui était faux, donc c'était que des efforts, ouais. Ça, c'est bon. Pas mal. Tu remarques, regarde, on a du mal à créer même, une vraie fausse histoire. C'est-à-dire qu'on est toujours en train de relier un peu de vrai, quoi. Un peu vrai parce que c'est vraiment difficile d'être de créativité. Tu es prêt? Tu es pas prêt? Joy, tu veux? Moi, je peux essayer, mais. Vas-y. Mais je peux- mais non, en anglais. En anglais, on est Oui, d'accord? en anglais, bien sûr. En anglais, ouais. Ok, parce que c'est très dur, ok? La première histoire en anglais. I was a soldier in intelligence, and I was editing. I was a video editing, and I edit all the ISIS movies when they cut all their heads of the people, and I needed to cut it off and send it to government. Okay, this is the first. When I Tu fais was la a traduction soldier. quand même ou pas pour Oui, nos non, téléspectateurs? c'est bon, c'est bon. Non, pour nos téléspectateurs quand même, on a quelques personnes qui Ouais. nous regardent. Alors, Donc alors, faites. elle était effectivement à l'intelligence qu'on appelle en fait Service secret. Shmone Matay. Shmone Matay 8200, unité 8200, et elle avait comme rôle d'être monteuse vidéo, Ouais. et elle découpait des morceaux de l'horreur des décapitations de Daesh. Donc elle a vu des décapitations pendant très longtemps. Ok. Ouais, ok. Deuxième histoire. When I was video editing in the intelligence. When you were what? Video editing. Monteuse, Okay. I had to see all Nasrallah speeches when he was in a glass box. Okay. And there was a rumor that he was sick Yeah. in Correct. he had cancer. Okay. And so I saw him talk, and then I saw that he moved his Finger. ring from here to here to the thumb, okay? And then I told it to my commander, and she said, "Okay, Joy, great." And then I got an Salash. How do you say it? Félicitations. Félicitations, ouais, ça va. Une Après, c'est la médaille d'honneur. deuxième histoire. Attends, what does this mean? That It he was means sick. that she He saw- was. It was like I saw like a detail that made Elle a a vu la difference. falsification. Ouais, c'est ça. En fait, le doigt qui est là et qui se retrouve là, c'est une falsification vidéo. Donc elle a détecté la falsification. Elle a détecté une falsification de Nasrallah en regardant Ouais, Nasrallah, ouais, toujours ouais, en étant monteuse, elle a détecté Ouais. une falsification Ouais. qui lui a donné une médaille d'honneur. Ok. Ouais, c'est ça. Et la troisième histoire, c'est que I swam with sharks and I got bitten, but I was okay after this and it was fine. Where was it? Where was it? With the bitten in my leg. Non, where? In Caribbean, how do you call Ok, it? dans les Caraïbes. Ouais. Elle a été mordue par un. C'est faux, ça. Elle a été mordue Ça, par un c'est sûr que requin. c'est faux, ça. Joy a été mordue par un requin. Ça n'existe pas, enfin rarement. Et surtout pas C'est quoi la première? à Joy. Monteuse. La ISIS. Les C'est sûr que décapitations, j'étais, elle a c'est sûr monté que les j'étais dans les Ça, c'est vrai. Ouais, j'étais. Je vois pas. D'abord, tu es une La troisième, jeune bien femme sûr. extrêmement sympathique. La Tu n'aurais pas troisième, inventé je une histoire aussi morbide pour casser l'ambiance. Et je vais te dire pourquoi la troisième est fausse. Celle-là est vraie. La T'as troisième pas pu est fausse. l'inventer. Alors, attends. Les requins, ça a l'air foireux. Je vote requin. La troisième est fausse et c'est certain parce que moi, Joy, je suis certain qu'elle sait parfaitement naviguer entre les requins. Voilà. Alors on est d'accord pour la Bravo, troisième. bravo. On dit que la troisième est fausse. Ouais, c'est vrai. Mais I was a diving instructor, and I know how to navigate in the sea. So, That's what I told. Ah, tu vois, il y a That's toujours what un I peu ces told. trucs de vrai quand même. You know how to handle with the shorts. Qui n'a pas joué? Jean-Baptiste, il n'a pas le. t'as pas le- Une histoire intéressante. T'as trouvé quelque chose? Ah, vas-y, Très court. écoute. Alors Jean-Baptiste. Alors, numéro 1,
Je n'ai pas mon permis de conduire. Numéro 2, il y a une vingtaine d'années, j'ai trouvé dans un hôtel à Londres, sous le lit, un diamant qui faisait plus d'1 carat. Je l'ai rapporté à l'accueil. On a appelé les précédents occupants de ma chambre, qui étaient de riches orientaux, qui ont dit c'est pas grave, il peut le garder. Ce que tu as fait. Ce que j'ai fait. Ce que j'ai fait. Et la troisième Attends, la troisième. Et la troisième. Et le troisième, la première personne que j'ai interviewée en tant que journaliste est Catherine Deneuve. Bon, alors c'est sûr que c'est le numéro 2 qui est faux. Le deuxième, ouais. Ça. Le deuxième, ça c'est le deuxième. Déjà. Mais non, mais Il n'a pas pu appeler, on va dire qu'il a interview trouvé un de Catherine diamant, Deneuve, pas ça possible. fait. Si, si. Et en plus, derrière, le gars qui dit non, mais il peut le garder, alors là, c'est encore plus. Mais Catherine improbable. Deneuve, c'est trop spécifique, je pense. Moi, je dis que c'est Angelina Catherine Jolie, Deneuve qui est Ouais, moi je dis Catherine Deneuve aussi. Non. Jean-Sébastien. Ah, je serais bluffé. Non, mais c'est vrai, c'est Catherine Deneuve qui est faux. Non, on te connaît. C'était un petit diamant en fait sur une petite boucle T'as d'oreille. dit de plus d'1 carat. Non, Mais plus- pourquoi mais- tu l'as ramené Et en fait, Oui, mais d'accord, mais la c'est personne, une chance. j'avais été surbooké dans l'hôtel, et pour les gens qui étaient avant moi, qui avaient réservé tout l'étage, c'était rien du tout. Et donc la fille à l'accueil m'a dit c'est bon, vous pouvez le garder. J'ai appelé. T'avais de la chance. Ouais, ouais. Tu connais pas Catherine Deneuve alors Quelle déception. Désolé. Tu regardes toujours sous les Quand dents dans les j'avais- chambres quand- d'hôtel. Attends, Safi. Quand j'avais 8 ans, on a vécu 2 ans en Caire. C'était en 83, 84. 84, avant de repartir de la Caire, on était dans un hôtel qui s'appelait Étape, qui était un hôtel des Arabes Saoudis ou chose pareille. Tout d'or et tout ça. Moi, j'étais un bon nageur. Je nage. Il y a un jeune qui me voit, il me dit, écoute, je veux que tu m'apprennes à nager. Je dis, ok, ça va. Et j'ai commencé à lui apprendre à nager pendant 1 semaine. Et chaque fois qu'on sort de la piscine, c'était un gars de 30 ans, une chose pareille. Il vient, il me dit, viens t'asseoir à côté de moi. Je suis à côté de lui, il y a 2 gardes-corps. Qu'est-ce que tu veux boire? Je dis, je sais pas, jus d'orange, Coca-Cola. coca, botnim et tout. Ça. Pendant 1 semaine. Et à un moment, mon père, il me regarde, il me dit, mais c'est qui? Je dis, je sais pas, c'est un gars de l'hôtel. Il m'a demandé de l'apprendre à nager. Faux. Non. C'est une vraie histoire. Et tout d'un coup, il y a un moment où mon père, il entend parler dans le téléphone. C'était un prince saoudi, je sais pas, bourré d'argent. Et mon père, il me dit, mais pendant 1 semaine, Tu lui as appris à il a appris nager à l'œil. pour du jus d'orange et des mentis, je sais pas, des botnim. Mais tu peux pas demander un peu des sous et tout. Et ça, c'est vrai. Alors il t'a donné Rien. Pendant 1 semaine, j'étais là que de jus d'orange et botnim. Bon, écoutez, bravo. Moi, non, toujours pas. Ouais. Allez. Bah, Allez, vas-y. Attends, j'en avais une. Je suis officier de l'armée française. C'est quoi? J'ai pas- Officier de l'armée française. Tu es officier de l'armée française. Officier ou officière? Quel grade? Je t'en prie. De la Légion étrangère. Je t'en prie. Ok. Oh là là, mais j'ai pas dit. Donc, Tu es la sœur de Bernard-Henri Lévy. voilà, je suis la sœur. Bon, ça, c'est pas drôle, parce que tout le monde sait que c'est pas vrai. Donc, non, mais vas-y, fais-le toi d'abord. Je vais réfléchir. Non, moi je joue pas, j'ai déjà joué. Par contre, j'ai un autre jeu si tu peux. Ah bah vas-y, un autre Allez, jeu. on va faire un autre jeu, ok. Ouais. Merci Cédric. Mais Alors, je suis vraiment officier de la Légion étrangère, je tiens à le dire. Moi, ça, je le savais. Mais c'est dans la. Voilà, je suis pas un vrai entendu, officier, donc, je tiens quand même à le dire, c'est dans la réserve citoyenne. et j'ai un jeu qui s'appelle la séquence de Chouraki, parce que c'est Élie Chouraki, dans un des dîners, qui a fait ce jeu. J'ai trouvé ça très intéressant. Mais j'étais là. Et t'étais là encore. Et t'étais là sur le jeu de Chouraki. Et moi, j'ai trouvé le jeu super intéressant. Et Le jeu d'Élie Chouraki. ok, regarde, c'est très simple. On a une caméra, on va faire du acting. C'est du acting. Là, on est dans le cinéma. Voilà. Mais pas que. Et c'est très intéressant, j'ai bien aimé la dernière fois. Chacun connaît une poésie, quelque chose de. Qu'est-ce que vous connaissez par cœur? Un petit texte, une poésie, peu importe, quelque chose que vous connaissez par cœur.
mais on va vous filmer comme un casting en fait. D'accord. On va te dire, vas-y, dis-moi un petit truc. Et c'est Tsari qui va être le caméraman. Alors vas-y, vous avez compris le jeu ou pas? Non. C'est dur. Oh, je recommence. Il faut que tu chantes une chanson. Non, une poésie. Quelque chose que tu connais par cœur qui soit court. Exemple, je le fais moi? Ouais. Ok, bon d'accord. Alors regarde, t'es prête? Non, j'ai pas l'habitude du jeu. Regarde, j'ai oublié toutes les poésies. Mais par contre, je peux te faire quelque chose que j'ai retenu par cœur dans un film. Ok? Le vin, c'est la terre. Ce vin a été exposé sur un coteau de bonne pente. Le vin, c'est aussi le soleil. Un peu de pourriture noble en suspension, c'est un médoc. C'est un Saint-Julien, Château Le Villascaz, 1953. Quel film? Elle ou la cuisse. Bravo. Bon. Donc, pas mal. voilà, donc c'est simple, ça peut être juste un film. Bon, maintenant, d'accord? Est-ce que vous êtes... Oh là, mais c'est pas possible. T'es pas joueuse. Non, je suis pas joueuse. Petite Marie, je parle de toi parce qu'avec ta petite voix, tes petites manies, tu as versé sur ma vie des milliers de roses. Waouh. Bravo. Magnifique. Bravo. Pas mal, ça, franchement. Ah, ça, c'est bien. Tsari Halevi, Israël, Tel Aviv. 12 points. Yeah. On va passer à Jennifer. Oh, Tiens, la caméra. je sèche. Vas-y, je veux bien filmer quelqu'un. Au clair de la lune, mon ami Pierrot. Oui. Prête-moi ta plume pour écrire un mot. Ouais, c'est ça. Merci beaucoup. Bravo, bravo. Jennifer, t'étais là. 15 points. Attends. Ah ouais. Tous les hommes sont lâches, menteurs, affables, dépravés et sensuels, et toutes les femmes sont perfides, artificieuses, curieuses. Mais il y a une chose au monde qui est superbe, c'est l'union de ces deux êtres si imparfaits et si affreux. On ne badine pas avec C'est la pas mal. Magnifique. C'est pas du Musset, ça? C'est pas du Musset, ça? Très beau. Elle a été un peu actrice. Tu étais un peu actrice, non? Ah oui, c'était le début. Qu'est-ce que tu veux, toi? Je te prépare ta couscous. Alors, marquise, si mon visage a quelques traits un peu vieux, souvenez-vous qu'à mon âge, vous ne vaudrez guère mieux. Le même cours des planètes rythme nos jours et nos nuits. On m'a vu ce que vous êtes, vous serez ce que je suis. Peut-être que je serai vieille, répond Marquise, cependant. J'ai 26 ans, mon vieux Corneille, et je t'emmerde en attendant. Bravo. Tu veux chanter un petit peu? Bon, je vais chanter. Allez, on va faire bien, je tiens la caméra, c'est plus près. Vas-y. Que du Brassens, de toute façon. Je vivais à l'écart de la presse publique, serein contemplatif, ténébreux bucolique. Sur mon laurier, je dormais comme un loir. Des gens de banana ont su me faire comprendre qu'à l'homme de la rue, j'avais des comptes à rendre et que sous peine de choir, dans un oubli complet, je devais mettre au grand jour tous mes petits secrets. Trompette de la renommée, vous êtes bien mal embouchés. Bravo, on applaudit. On applaudit, c'est super. Voilà. C'est du Brassens. Georges Brassens. C'est une des plus belles chansons de Brassens. Allez, Jean-Sébastien. Tu peux chanter la Marseillaise, c'est sûr. Oui. Je ne retiens rien par cœur, que des listes. Eh ben, fais une liste. Enfin, la liste des 50 États des États-Unis et leur capitale. Oui, on écoute. Oui, vas-y. Ah, mais t'es vraiment frappadant. Alabama, Montgomery, Arizona. Non, Alaska, Juneau, Arizona. Non, mais il va pas faire les 50, bordel. Phoenix, non, j'arrêterai avant. Ah, oui. Kansas, Little Rock, Californie, Sacramento, Colorado, Denver, Connecticut, Hartford, Delaware, Dover, Floride, Tallahassee, Géorgie, Atlanta, Hawaï, Honolulu. Ben, je peux... Bravo. Si vous voulez, il y a les 84 départements français, leur Ça, c'est bon. Olivier. Moi. En fait, il interprète Alors, le silence après franchement, Mozart. non. Ben, le Moi, silence. j'hésite entre deux trucs.
Le premier. Non, mais non. Le premier, c'est une chanson d'Enrico parce que le premier concert que j'ai vu, j'avais 3 ans. Et que deuxième. Le mendiant de l'amour, c'est. Ah oui, non, j'adore. Et la deuxième, et je connais pas le truc suffisamment, mais c'est un de mes films préférés. C'est L'aventure, c'est l'aventure. Et c'est la scène quand il se fait choper, quand il a volé la voiture et qu'il dit No lo conozco. No lo conozco. Cambia la máquina, mais no lo conozco. Et à la fin, quand il y a les flics qui reconnaissent que c'est le chat, il dit. Et il y a Aldo Machon qui dit No lo conozco. Si, cambia la máquina, pero no lo conozco. Moi, je veux bien quand même un petit mendiant de l'amour. Allez, un quoi? Un petit mendiant de l'amour. Je ne pense qu'à faire les fêtes et m'amuser. Moi, vous pouvez tout me prendre, je suis comme ça. Ne cherchez pas à comprendre, écoutez-moi. Bon, bah maintenant, Chirel, je crois qu'il va pouvoir nous chanter quelque chose. Ah ouais, ça oui. Ah ouais. Il faut sauver la soirée. Chirel qui est en concert à Bruxelles en juin. Oui, je suis en concert. Et ben voilà, à Bruxelles, justement, Voilà. en juin, le 20 juin. Et après, le à 26. Jérusalem, le 26. Exactement. Et je vais chanter, donc, Yentel, puisque je vais... c'est ça que Mon préféré. Allez. Ok. God, oh God, may the light of this flickering candle illuminate the night the way your spirit illuminates my soul. Papa, can you hear me? Wow. Bravo. Magnifique. Ça, c'est au père de la nuit. Bah, tu peux faire Phèdre aussi. Ah non. Ou Bérénice. Bérénice, c'est que. Je n'ai aucune mémoire. C'est comment le début du dialogue de Bérénice, là, et que le jour commence et que le jour finisse sans que jamais Titus puisse voir Bérénice, sans que de tous les jours je puisse voir Titus. Voilà, c'est de la culture, c'est beau. Et quelle est mon erreur? J'ai oublié. Bravo à tous, c'était super. Elisabeth, j'adore ta voix. Non, mais c'est vrai. J'adore la manière dont tu parles, ce qui est très particulier, et que je trouve très parigo comme ça, mais beau. Je trouve que c'est une. J'ai bien fait de venir. Je pense que je suis écarlate. J'adore. Il y a une série en France qui s'appelle Family Business. Bah oui. Ah, j'adore. Et il y avait une scène dedans dans laquelle ils essayent un nouveau cannabis et il y en a un, ça leur donne la diarrhée. Il y en a un qui dit putain, j'ai chié dans la vaisselle. Et j'avais trouvé ça tellement drôle. Le lendemain matin, je montre ça à mes enfants. Ma femme était catastrophée. Et après, ils disaient ça tout le temps. Donc j'ai été obligé de leur dire on ne peut pas le dire en français, il faut le dire en inuit. Donc j'aurais dit putain, j'ai chié dans la vaisselle, ça se dit schmoulplouch. Et de là, j'ai inventé tout un vocabulaire inuit. Et on est allé au Groenland, exprès pour ça. En fait. À cause de ça, exactement. Par la blague. Et il y avait un prof d'inuit. Et vous savez comment on dit merci? Non, comment on dit merci? Parce qu'au premier cours, je me suis dit, mais quel instant j'avais? On dit Kouyanak. Merci. Et on a surtout. Merci. On pense à tous. Merci beaucoup. Merci Stéphane. Franchement. J'espère qu'on viendra fêter la libération des otages. Amen. Voilà. Et la paix ici en Israël, évidemment, le plus vite possible. Merci à vous d'être venus de France pour encore une fois nous soutenir, parce que c'est ça. C'est vous vrai. nous soutenez. Quand vous venez, on a besoin de ça et de cette chaleur, de se dire. On se sent un peu moins seul. Et en plus, c'est vrai, franchement, on passe des soirées difficiles pour vous soutenir. Merci Olivier. Merci Olivier pour ton accueil. Merci Olivier, merci Stéphane. On va embrasser évidemment Charlie Fadida, toute son équipe. Merci beaucoup. Et on remercie évidemment l'équipe technique qui est avec nous, Arik aux commandes, la réalisation, Cédric et Benjamin El-Kaïm. Benjamin El-Kaïm aussi, qui était là. Merci beaucoup à toute l'équipe technique, parce qu'ils tiennent quand même le coup pendant 3 heures. Hein. Nous, on est là 3 heures. Et nous, on mange et eux, Et Sarah. c'est pas marrant. Hein. Et Sarah au maquillage, bravo. Et Sarah au maquillage, absolument. Merci Et au son, Gérard
Gérard Mosson. Merci beaucoup Merci à à tous vous. nos invités. Merci. On se tiendra au courant pour la prochaine fois. Dès que vous venez en Israël, vous nous appelez. Ah bon, mais non, mais je croyais qu'on s'installait ici. Non, on revient. Qu'est-ce qu'on mange Maintenant, demain? Toi, t'es pas une réfugiée, Moi, toi. je voulais juste savoir ce qu'on mangeait demain, moi. En fait, c'est un dîner sur abonnement, c'est tous les mois. Kol Chodesh. Voilà. Merci encore. Merci Stéphane. Merci. Allez, les Chaim. À bientôt. Chaim. Mercredi soir. Merci beaucoup. Merci. Lechaim. Lechaim, lechaim. Am Israël Am Israël Chai. Cette émission vous a été proposée par Groupe Premium, la référence de votre patrimoine en France. Le dîner vous a été proposé par la maison Erez Cyrus, votre gestionnaire de patrimoine en Israël.